Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des Incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver après les dernières émissions qu'on fait beaucoup parler, notamment une émission avec François Bégodeau. Justement, j'ai eu une discussion, pour ne pas dire même un débat avec lui qui était pour le moins houleux, puisque nous parlions justement du wokisme. Et je lui avais dit, et c'était amusant, puisque justement j'avais prévu de recevoir l'invité que je reçois aujourd'hui pour aborder justement ces questions de manière tout à fait incorrectible. Voilà, donc j'ai le plaisir de recevoir ce soir Alexandra Brazinville. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Eric, c'est un plaisir. Moi aussi, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors vous êtes une personne dite intersexe, vous nous expliquerez dans un instant ce que cela signifie concrètement et s'il faut peut-être compléter. C'est important de le dire tout de suite, vous n'êtes pas une personne transgenre, ce qui n'empêche pas, bien au contraire, que vous ayez un regard très critique sur certaines revendications du mouvement trans. Ensemble, on va donc aborder plusieurs sujets sensibles tout au long de cet entretien, de ce long entretien. Alors premièrement, on va se demander si on peut encore être critique de l'idéologie transgenre sans être immédiatement accusé de transphobie. Nous parlerons notamment donc des dérives liées au wokisme. Et puis dans une seconde partie, nous parlerons justement de cette question, l'idéologie du transgenre, enfin du genre plutôt, a-t-elle pris le dessus sur la médecine, sur le bon sens et sur le droit des enfants à grandir sans pression idéologique ? C'est un sujet particulièrement grave et sérieux. Alors pour débuter cet entretien, si vous le voulez bien, Alexandra Brazinville, est-ce que vous pouvez d'abord, je crois que c'est mieux que ce soit vous qui le fassiez, vous présenter, nous raconter un peu votre parcours. Alors écoutez, aujourd'hui on parle d'intersexuation. Moi je suis née avec une pathologie qui a été nommée à l'époque le pseudo-hermaphrodisme congénital primaire, c'est-à-dire une inversion chromosomique avec un karyotype qui est XXY, avec un Y désactivé, pour absence totale de testostérone, pour des raisons multiples, et j'avais une sphère génitale qui était mixte, avec une entrée vaginale obturée, un micropénis à la place du clitoris traversé par l'urètre, qui était donc une fonction organique urinaire de garçon, et une vulve. Ça a été très compliqué pour mes parents, surtout adoptifs, parce qu'on ne les avait pas prévenus quand j'ai été mise à l'adoption. Après le Vous décès. avez été mise à l'adoption. Oui, ma mère biologique étant décédée dans des circonstances absolument violentes et brutales. Ma mère m'a mis au monde à 16 ans et 3 mois. Hein. C'est une jeune fille, très jeune. Et on n'avait pas prévenu. C'est-à-dire que c'était les années 60. Et à cette époque-là, je ne veux pas dire que c'était méconnu ou inconnu, mais bon, je suppose beaucoup de gens comme moi étaient cachés. En tout cas, on n'en parlait pas. Et donc mes parents pensaient avoir adopté un petit garçon. Et quand ils ont eu confirmation par le pédiatre qu'il y avait un désordre génétique avec de multiples complications et que je ne pourrais jamais être ni l'un ni l'autre, disons complètement, ça a été terrible, surtout pour ma mère qui n'a pas supporté. Donc j'ai été placée à la campagne par mon père, chez mes grands-parents, où j'ai pu avoir une vie sous protection, je vais dire ça comme ça, en faisant toutes sortes d'activités, à la fois féminines et aussi masculines. À la campagne, vous savez, on fait toutes sortes de choses, même un peu rudes. Hein, les femmes ont une vie un peu rude. Ce qui m'a permis, au fur et à mesure, de grandir tranquillement et de trouver moi-même ma vérité et mon orientation qui serait la bonne, en fait. Et alors justement, tout au long de ces années de croissance, quand vous êtes enfant, ça doit être évidemment compliqué. Est-ce que vous pouvez partager votre expérience personnelle en tant que justement personne intersexe ? Ça n'a pas été compliqué, enfin si ça a été compliqué, je le répète, pour mes grands-parents, pour mes parents, moi j'étais totalement isolée. J'ai été mise en huis clos, c'est-à-dire je ne voyais personne, j'étais à l'exploitation agricole, je faisais toutes mes études par correspondance, je n'ai jamais été socialisée ni, je dirais, confrontée à la société ou même à d'autres enfants avant l'âge de 17 ans et 8 mois, où là je suis partie sur Paris parce que j'ai intégré le protocole d'État français à la majorité, pratiquement, oui c'est ça, 17 ans et 8 mois, et j'ai commencé 15 ans de parcours sous l'égide de l'État, quelque chose d'extrêmement structuré, avec 9 ans d'observation psychiatrique, ensuite une castration chimique qui, moi, était inutile puisqu'il n'y avait rien à castrer,
la création d'un système endocrinien qui aurait dû être le bon, mais qui n'était pas le bon, par voie d'hormones médicamenteuses, et les opérations chirurgicales en dernier recours, qui n'est pas une obligation du tout d'ailleurs. Oh, mais c'est ce parcours justement 18 chirurgical ans. qu'on a tendance à occulter, ou en tout cas ne pas trop en parler. Là, c'est quand même une épreuve. C'est 18 ans, c'est une destinée, c'est une vie très très particulière, c'est un calvaire, je n'ai pas honte de le dire, quelque chose de compliqué pour ma famille, pour mes parents. Je vous dirais probablement que moi, je n'avais pas forcément conscience, quand j'étais petite, d'être différente, parce que quand on a un handicap quelconque, c'est les autres qui vous font prendre conscience que vous n'êtes pas comme eux, et qui vont probablement vous dire non, non, tu n'es pas comme nous. Voilà, et peut-être vous rejeter ou vous faire comprendre violemment qu'ils ne veulent pas de promiscuité avec vous. Mais moi, je n'en avais pas conscience. Comment est-ce que, pardon de vous poser cette question, mais je pense qu'elle est indispensable avant qu'on poursuive cet échange, comment est-ce que vous vous définissez aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis évidemment de sexe féminin, complètement mise en conformité. Je suis une femme mariée à l'état civil depuis 26 ans. Donc Je peux me permettre de vous demander avec un homme? Non? Bien sûr. Ah bah, ça tombe Oui, plus, bien sûr. ça tombe plus Alors, forcément sous l'évidence aujourd'hui. J'aime pas dire que je suis une femme parce que, si vous voulez, je conteste aujourd'hui cette requête qui est complètement hasardeuse et inadaptée de toutes sortes de gens qui disent « mais moi je suis une femme ». Alors, ce ne sont pas des femmes. Moi j'ai toujours dit que j'étais moi-même. C'est-à-dire une personne qui aujourd'hui est de sexe féminin mais qui n'est pas une femme biologique. Ce qui veut dire qu'il y a des aspects organiques, comme par exemple des aspects procréatifs, que je n'ai pas. Donc je n'ai pas non plus de cycle de fécondation féminin. J'avais un ovaire qu'on m'a enlevé pour des raisons médicales parce que, n'ayant pas d'utérus, il était voué à devenir cancérigène, il ne servait à rien, et puis il produisait des hormones complètement, de façon complètement, je dirais, désordonnée, ce qui faisait plus de dégâts qu'autre chose. Et aujourd'hui, écoutez, je dis je suis une personne de sexe féminin, j'ai une vie sociale comme une femme basique, mais je n'aime pas toutes ces personnes qui disent de but en blanc « Ah, mais moi, je suis une femme », surtout quand ils ne le sont pas et qui sont toujours de sexe masculin d'ailleurs. Vous avez déclaré, je vous cite, « L'intersexuation est une pathologie, pas une identité de genre ». Bien sûr. Est-ce que vous pouvez expliquer cette distinction et pourquoi elle est essentielle justement dans le débat actuel? Parce que je veux dire, l'intersexuation, l'hermaphrodisme ou le transsexualisme primaire, ça s'appelle comme ça, contrairement au secondaire, qui correspond aujourd'hui au prototype des transgenres qui font tellement en parler d'eux, ce sont des pathologies de naissance. C'est-à-dire que l'enfant est né avec un désordre génétique, une inversion des chromosomes, et cette fameuse théorie du genre, il faut le rappeler, ça n'est rien d'autre qu'une réflexion médicale qui explique que dans le cadre de ces trois pathologies, il y a des inversions et des antagonismes puissants, massifs entre la biologie, l'endocrinologie et le psychisme, et que les gens qui sont touchés ne peuvent pas fonctionner en état. Et que par conséquent, il faut apporter une réponse qui soit médicale et éventuellement chirurgicale. Mais la théorie du genre, c'est rien d'autre qu'une réflexion médicalisée, qu'on a sortie de son contexte pour en faire une espèce de vérité universelle à tous, qui n'a pas lieu d'être, puisque ça ne concerne que des gens qui ont des pathologies, je le répète, bien qualifiées et déterminées à la naissance. Alors c'est vraiment intéressant parce qu'on va le voir tout au long de cet entretien. J'ai regardé pas mal de vos interventions dans différents médias, n'en déplaise à François Bégaud avec qui j'ai échangé là-dessus. Justement, vous avez un discours qui est justement, qu'on peut qualifier de politiquement incorrect, alors même que justement vous êtes concerné par cette question. Alors, dans cette première partie, j'aimerais donc qu'on aborde cette fameuse question justement qui est au centre des débats et des échanges virulents que j'avais eus justement avec, excusez-moi encore de le citer, mais François Bégodeau, est-ce qu'on peut encore être critique de l'idéologie transgenre sans être accusé de transphobie? Voilà le titre de la première partie sur laquelle j'aimerais avoir votre ressenti. Je parle bien sûr d'accusations d'une partie des personnes peut-être qui justement se revendiquent ou sont wokistes. Pourquoi cette confusion intersexe, d'abord trans, elle est si fréquente dans les médias? Parce qu'il y a tout un lobby LGBT qui cherche à s'engouffrer en se servant, de façon nous instrumentaliser, nous, pour dire, vous voyez bien,
qu'il y a des êtres qui sont du troisième sexe. Or, pas du tout, j'ai jamais été du troisième sexe. Je suis né avec une confusion. Et je n'ai jamais eu de genre. J'ai eu un genre qui était voué à exister, le féminin, mais qui nécessitait une harmonisation médicale, et un genre qui se réduisait à un micro-pénis urinaire qui n'aurait jamais dû apparaître. Et c'était une erreur de la nature. Et je veux dire, dans le pire des cas, le mien, on fait avec les moyens du bord. C'est-à-dire que, évidemment, pour ma fonction urinaire, j'utilisais ce petit appendice, donc on peut dire que j'avais une utilisation de genre masculin. Mais pour tout le reste, j'utilisais des fonctions organiques féminines. Mais c'est jamais simultané. Voilà. Et une fois que j'ai été mise en conformité, tout était harmonieux. On a une idée du nombre de personnes qui sont comme vous à votre naissance, à peu près en France? Écoutez, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que l'année dernière, c'était 1003. C'est-à-dire, 1300 enfants qui sont nés. Ces personnes, une partie quand même très très minoritaire de la population. Mais évidemment, c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau dans un océan, bien sûr. Les transgenres aujourd'hui, ceux qui s'appellent transgenres, qu'on va redéfinir, sont 180 000. Les gens de mon époque qui ont survécu... Donc là, on est bien d'accord pour que les chiffres, c'est très important les chiffres, enfin je trouve, donc on rapporte bien, c'est 180 000 personnes qui se revendiquent transgenres, et dans les faits, il n'y a que, en tout cas, ce qu'on appellerait du troisième sexe, en tout cas de personnes qui ont eu comme vous à la naissance. 1300 enfants 1300. En 2024 qui sont nés, oui, tout à fait. Selon vous, Alexandra, les médias ont-ils tendance, par exemple, à simplifier les récits autour de la question justement de genre? Je suppose. C'est compliqué quand même. Je suppose et je remarque que les médias, je n'aime pas dire qu'elles sont ignorantes, mais en tout cas traitent un peu à la légère des problèmes médicaux d'une gravité extrême où toute la vie de la personne est mise en cause et font un petit peu trop, je dirais, de l'eau de rose par rapport à tout ça. Et je regrette qu'il n'y ait pas plus de médecins impliqués dans le protocole d'État qui viennent un petit peu sur les plateaux de télévision, les psychiatres, les psychanalystes, les chirurgiens qui nous opèrent pour expliquer et réexpliquer qu'il s'agit bien de pathologie et de rien d'autre. Et justement, selon vous, est-ce que les militants trans utilisent l'intersexuation pour légitimer justement l'idée d'un troisième sexe? Bien évidemment. Mais bien évidemment, c'est pour ça que moi, je rue dans les brancards, parce que je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Et encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur. Mais je refuse qu'on s'engrouffre derrière moi, surtout pour avoir accès aux enfants, aux jeunes, et raconter des balivernes dans les écoles et des mensonges éhontés. Je le répète encore une fois, on ne change pas de sexe. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue de ma vie. On ne change pas de sexe, on va mettre des personnes en conformité qui ont un problème génétique à la naissance. Et on va les aider à retrouver une intégrité physiologique qui aurait dû être la bonne. Mais si un enfant a toutes ses fonctions organiques qui sont en état, il peut avoir un questionnement identitaire psychologique. Non, on est d'accord. Mais on ne va quand même pas le mutiler, le rendre handicapé et stérile à vie. C'est de la barbarie, c'est pas de la médecine ça. À la limite, c'est parce que l'enfance, l'adolescence peut être sujette au questionnement identitaire. C'est tout à fait normal et légitime. Mais à ce moment-là, il faut qu'il voie un psychologue, le petit. Je veux dire, il est incapable de se projeter, de se définir dans une vie qui d'ailleurs, dans la plupart des cas, ne le concerne pas. On pousse ces gens dans le mur. On pousse ces gens dans le mur. Et vous avez l'impression aujourd'hui que justement ce qui s'est passé dans beaucoup d'écoles, enfin en tout cas on parle plutôt outre-Atlantique là, et notamment c'était le procès qu'on faisait à Donald Trump qui, bon, n'est pas la personne la plus fine au monde, on le sait, mais quand il rappelle qu'il n'y a que deux genres, le genre féminin et le genre masculin, c'est la vérité. Ça vous choque pas? Mais c'est la vérité. Il y a deux genres, le féminin et le masculin. Et il y a 99,9% des êtres humains sur la planète Terre qui sont dans ce cadre académique, soit de genre et de sexe masculin, soit de genre et de sexe féminin, et qui ne se poseront jamais la question du genre. Ils n'en ont rien à faire. Ce sont des gens qui sont dans une harmonie parfaite, une concordance entre leur psychisme et leur biologie. Donc il faut arrêter. C'est quand même pas 0,01 de la population internationale ou mondiale qui va inculquer, obliger des sociétés conventionnelles normatives à admettre ou des idéologies qui sont complètement contre nature. Ça, je ne peux pas laisser faire ça, pas une personne comme moi. Et vous comprenez que ça puisse surprendre que ce soit quelqu'un comme vous avec le parcours. Oui, mais moi je l'ai vécu, Eric. Je l'ai vécu dans ma chair, je l'ai vécu
Dans mon psyché, je l'ai vécu pendant 18 ans, je sais de quoi je parle. Ces gens-là, ils parlent de quoi, hein? Les transgenres, je le rappelle, ce sont des gens qui sont de sexe A et qui utilisent les comportements et l'apparence du B. Mais ces gens-là ne vont jamais aux opérations. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on ne peut pas tout mélanger non plus. C'est un choix de vie. Je comprends très bien qu'une personne ait des inclinaisons ou ait envie d'avoir une apparence peut-être plus féminine, pas un garçon. Je veux dire, on n'est plus non plus au Moyen-Âge. Mais ça ne fera jamais d'eux quelqu'un de l'autre sexe. C'est faux. Vous avez constaté des cas où des personnes intersexes ont été poussées vers une transition sans une compréhension complète de leurs Ouais, conditions? bien évidemment, ils se sont donné la mort. Parce qu'on a voulu C'est violent ce que vous absolument... dites. Non, mais parce que Non, là, mais c'est la vérité. On a voulu absolument les normaliser et ces gens-là n'étaient pas en état, véritablement, n'avaient pas eu le processus qui a été le mien, où on m'a donné tout mon temps d'être une enfant, d'être une adolescente et de comprendre spirituellement, au niveau cérébral, qui j'étais. Et de faire mon choix en toute transparence et surtout dans l'apaisement et la dignité. Mais si vous voulez mettre en conformité un jeune intersexué qui n'est pas en âge de décider lui-même, et si on se trompe, c'est le condamner à mort. Le mot transphobie qu'on utilise de plus en plus maintenant, est-ce qu'il est devenu une arme pour faire taire les critiques sur ce Bien sujet? évidemment. Alors déjà, je vais rappeler quand même quelque chose qui est tellement évident. Nous sommes en démocratie. Donc, n'importe quel citoyen ou citoyenne a le droit d'exprimer ses Ah convictions. non, parce que sinon on a des problèmes avec sa virilité. Ce que me Non. disait Non. François Bogodeau. Moi, Dans la j'ai mesure où la manifesté personne un le petit peu fait d'étonnement. avec respect sans, je dirais, blesser les autres. Bien Mais on entendu. doit être capable d'entendre la contradiction et d'entendre des idées qui ne sont pas foncièrement, qui sont peut-être antagonismes aux vôtres. Et si vous avez un minimum d'intelligence, l'intelligence c'est la faculté d'adaptation, ça va vous permettre de dialoguer et peut-être même d'affiner votre propre jugement à vous. Et aujourd'hui, le problème de ce lobby LGBT, c'est qu'ils ne veulent entendre que ce qui les arrange. Or, je suis désolé, ils n'ont pas le monopole de la pensée. Et il y a plein d'autres gens qui ne sont pas en accord avec ça, et c'est tout à fait normal qu'ils le disent. Comment expliquez-vous, Eric, que moi, je n'ai jamais pu faire un plateau avec ces gens-là qui sont dans ma contradiction parce qu'ils ne veulent pas m'approcher, parce qu'ils sont incapables de soutenir une quelconque contradiction avec moi? Oui, c'est intéressant. Bah, c'est ce que je regrette. Moi, je suis pour l'organisation le plus possible de débats, en tout cas avec des gens qui ne sont pas d'accord. Et c'est vrai que sur ces questions-là, je n'ai pas Maintenant, encore véritablement essayé, mais j'ai l'impression que c'est compliqué. vous parliez de tellement important de rappeler ça, du délit de transphobie. Moi, je vais vous dire ce que c'est la vraie transphobie. Vous savez, je me suis occupé des prostituées au Bois de Boulogne et au Bois de Vincennes. Et là, la vraie transphobie, c'est ça. Ce sont des actes meurtriers, brutaux, sadiques, qui sont perpétués par des hommes qui n'ont aucune assise morale, aucun respect pour la vie humaine et qui sont tellement dans la haine qu'ils vont tuer des travestis, des transsexuels qui se prostituent, donc en plus qui cumulent des violences inhérentes à ce milieu de la prostitution. Ça, c'est la transphobie. Ou une à Belleville qui a été brûlée vive après un viol collectif parce qu'elle était transsexuelle, une autre à Marseille qui a été décapitée à coups de hache. Ça, c'est la transphobie. Et bien évidemment qu'il faut la dénoncer. Et c'est pour ça aussi que toutes les transsexuelles du monde fuient beaucoup de pays d'origine parce qu'elles sont condamnées à mort immédiatement par leur famille ou par les gouvernements et elles tombent dans les filets des réseaux de proxénétisme mafieux qui, sous prétexte de les aider, vous m'avez compris, leur payent le voyage puis les envoient comme esclaves sexuels sur les trottoirs d'Europe ou des États-Unis, et là, elles doivent rembourser, etc. Et ça vient des esclaves sous contrôle. Mais ça, c'est la transphobie. Mais on ne peut pas se servir de ça. Et puis après, au niveau de la loi, qu'est-ce qu'elle dit, la loi? Une personne comme moi, si quelqu'un me dit une mauvaise parole, on ne peut pas retenir, par exemple, il faut savoir, le propos de transphobie. Parce que, étant une femme à part entière, après une décision d'État, étant en accord et en concordance entre mon psychisme et mon sexe, ça ne me concerne plus. Un travesti, un garçon qui va utiliser la panoplie féminine, mais qui reste biologiquement un garçon, ne peut pas crier à la transphobie. Ça ne le concerne pas. Donc ça ne concerne évidemment que des personnes qui ont des aspects des deux sexes sur leur personne et qui sont éventuellement ou pas en transition avec, je dirais, une organisation médicale. Là, il y a transphobie.
Et pourquoi, d'après vous, le simple fait de poser justement des questions sur la transidentité, ça suffit à déclencher des accusations Mais parce de qu'ils haine? sont incapables d'y répondre. Ce sont des gens, vous savez, en psychiatrie, on évoque souvent un processus qui est extrêmement virulent et qu'on peut vérifier tous les jours, qui s'appelle la suspension d'incrédulité. C'est-à-dire qu'une personne décide mentalement de vivre une fiction comme si c'était la réalité et va sombrer dans un mensonge totalement obsessionnel en s'auto-persuadant que c'est sa requête qui est la bonne. Donc la personne perd toute cohérence de comportement, toute lucidité dans ses analyses et va finir par tomber dans des névroses et des psychoses. Et c'est le problème de beaucoup de transgenres qui s'auto-persuadent qu'ils sont ce qu'ils veulent être. Mais je veux dire, le rôle de la société, ce n'est pas de conforter les gens dans des je dirais, des désirs de délire. Parce qu'il y a aussi du délire, ça devient délirant. Il faut aussi remettre les gens, je dirais, les pieds sur terre en leur disant, oui, attention, vous pouvez avoir l'apparence que vous voulez. Vous pouvez éventuellement avoir des inclinaisons pour des activités qui sont plus, dès lors, réservées à l'autre sexe. Mais ça ne fera jamais de vous une personne de l'autre sexe. Vous avez exprimé des réserves sur certaines formes de militantisme, justement trans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Ben, écoutez, des réserves, oui et non, parce que j'ai côtoyé beaucoup d'associations trans, et d'un côté, elles font... Ils vous ont aidé quand même parfois? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Parce que moi, j'étais présidente du PAST à une époque, hein, donc j'étais vraiment en haut. J'avais J'avais été... Vous pouvez rappeler? prévention, action, santé pour les transsexuels. J'avais été placée là par le SIDAction, et mon rôle était sanitaire. C'est-à-dire faire de la prévention sur le terrain, parce qu'à cette époque-là, on s'apercevait qu'une multitude d'épouses et de femmes mariées étaient contaminées par le HIV parce que leur mari allait sur les lieux de prostitution et ne prenait aucune précaution. Ça, c'était mon propos. Je m'occupais de la prison, Fleury-Mérogis, où, entre parenthèses, j'avais obtenu que les personnes transgenres, comme on dit aujourd'hui, ou travestis, soient dans des endroits particuliers, ni chez les femmes, ni chez les hommes, de façon à ce qu'on ne les agresse pas ou de façon à ce qu'eux n'agressent pas les autres. Vous voyez ? Je m'occupais des appartements thérapeutiques de la mairie de Paris pour que les gens atteints du sida finissent leur vie de façon décente, dans la paix et la dignité, et bien évidemment la lutte contre tous les réseaux multiples de proxénétisme. On en vient à parler de ce sujet du wokisme. Le wokisme, d'après vous, est-ce qu'il a imposé une vision justement dogmatique de la transidentité qu'il est devenu véritablement interdit de questionner aujourd'hui? Tout à fait, c'est une dictature. C'est une dictature idéologique, et je vous rappelle qu'une idéologie, c'est quand on regroupe des idées politiques, sociologiques, voire, je dirais, peut-être même sectaires, dans le sens religieux, et que tout ce groupement va totalement conditionner la pensée et les actes et la façon de vivre d'un groupe d'individus. Et c'est tout à fait ce qui se passe. Et moi, j'ai toujours été très surprise que si vous prenez une personne dite trans, vous la sortez du groupe et vous lui posez des questions, vous vous apercevez que ces personnes n'existent plus. Elles n'existent plus hors du groupe. Elles n'existent, donc pour moi, c'est vraiment une espèce de secte dictatoriale. Ensuite, je ne vous dis pas que c'est simple pour eux. Moi, j'ai voyagé dans le monde entier, j'ai rencontré des... Oui, c'est humain de se rapprocher de gens oui. qui Et il y a dans le monde entier des communautés transgenres. Vous avez les Ishras en Inde, les Muks au Mexique, les Katoé en Thaïlande, en Birmanie, en Polynésie, en France, à Tahiti, parce que c'est français, les Marous et les Rérés, où là, c'est civilisationnel. On sacrifie un enfant mâle à la cause divine et on va l'éduquer en tant que fille pour en faire un enfant qui ne sera jamais apte à se marier, qui va rester proche de sa mère pour faire les tâches ménagères et qui souvent sert d'esclave sexuel aux hommes. Mais il faut bien comprendre que ces enfants-là, il y en a presque les 3/4 qui ne sont pas concernés, qui ne sont ni homosexuels, qui sont de vrais petits gars et qui finissent par se tuer. Donc ça devrait interroger ça. Quand on va dans les écoles raconter aux enfants des choses tellement scandaleuses. On peut choisir son genre, on peut choisir son sexe. On ne choisit ni son sexe, ni le genre. Soit on est un garçon et on est de sexe et de genre masculin, soit on est une fille et on est de sexe et de genre féminin. Le reste, ce sont des délires. Et ces gens-là vont dans les écoles pour alimenter ces délires avec une intention qu'il faut bien comprendre, de légaliser une certaine forme de pédophilie derrière. Ah oui, vous allez jusque-là. Ah ben bien évidemment. Bien évidemment. Quand vous voyez la loi... Pourquoi vous faites ce lien? Parce que la loi sur l'autodétermination qui a été votée chez Eric en Espagne, un enfant de 13 ans
de 12 ans, juste avec l'accord on ne parle même plus de père et de mère, d'un des coparents, peut dire « Ah ben moi je vais à la mairie, je décide que je veux être ci, je veux être ça ». Si un enfant peut choisir son sexe et son genre à 12 ans, il peut choisir sa sexualité, non? Ben on y est en plein dans la pédophilie. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça a été voté en Espagne. Là, ça doit arriver en France, et Dieu merci, j'espère que ça ne va pas se faire. Édifiant, ce que vous dites là est très intéressant aussi. Pourquoi la distinction justement entre sexe biologique et genre ressenti est aujourd'hui, d'après vous, perçue comme une provocation? C'est justement ces militants woke qui ont réussi à donc placer cette simple question dans une catégorie diffamante. Enfin, c'est fou, quoi, quand on y pense. Ce que vous dites là, ça devrait être une évidence. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, en 2025, on n'ait presque plus le droit de faire ces distinctions entre sexe biologique et genre ressenti? Ce sont deux choses qui n'ont rien à voir, on est bien d'accord, je vous rappelez tout le temps. D'abord, j'ai envie de dire une chose tellement simple et tellement évidente. On ne peut pas ressentir quelque chose que l'on n'est pas. Si vous êtes né avec toutes vos fonctions organiques de garçon, c'est impossible que vous vous ressentiez fille puisque vous n'en êtes pas une. Vous voyez, c'est ça la finesse. C'est-à-dire que moi, c'était compliqué parce que moi j'avais... Mais il y a des gens qui vont vous répondre, là je me fais exprès l'avocat de la partie adverse, si tant est que je puisse être légitime sur cette question. Il y a des gens qui vont vous dire, mais dans ma tête, je me considère une fille, alors que je suis un mais garçon. vous n'en êtes pas une, cher monsieur. Vous n'en êtes pas une. Donc vous vous considérez comme qui vous voulez, vous vous habillez comme qui vous voulez, vous faites les activités que vous voulez, en l'occurrence à partir de la majorité, vous êtes adulte. Avant les mineurs, on leur fout la paix, et c'est votre propos. Mais ne venez pas dire à la société que vous avez raison, et ne vous attaquez pas à la société qui ne va pas être foncièrement, je dirais, en accord avec vous. Hein? Il faut aussi assumer les choses, non? Oui. Le wokisme, justement, il a transformé, d'après vous, une question médicale et humaine en combat purement idéologique? Tout à fait. En dictature, bien sûr. Ah oui, vous allez jusque-là aussi. Bien sûr que c'est une dictature. Regardez, c'est quand même 99% de la population qui est conventionnelle, qui est normative. Dès que quelqu'un dit quelque chose, oh là là, au secours, vous êtes transphobe, vous êtes homophobe, vous êtes je ne sais pas quoi. Mais pas du tout, les gens ont le droit de s'exprimer. C'est bien normal que des parents, des mères ou des pères de famille ne soient pas en adéquation et disent « Oh là, nous, non, attention à ce qu'on dit à mon enfant ». Au-delà de l'aspect légal et judiciaire, il y a un âge pour vous, où, d'après vous, on est à peu près conscient de ce qu'on est? Écoutez, moi je dirais par principe la majorité, et encore, les générations, nos générations à nous, on était adultes à 18 ans parce que la vie nous avait forgés, l'éducation nous avait forgés de la sorte. Mais aujourd'hui, vous avez des gens de 30 ans qui sont toujours dans les jupes de leur mère, hein, et qui sont assistés, qui sont incapables de comprendre qui ils sont. C'est une société qui est très perturbée, je trouve. Pourquoi justement, parmi les figures trans, médiatiques, si tant est qu'il y en ait, il n'y en a pas beaucoup issus justement de mouvements ou en tout cas du parcours que vous avez vécu, que vous vivez, pourquoi il n'y en a pas tant que ça qui expriment la même voix que la vôtre? Vous n'êtes pas très nombreuses. Non, je crois même que je suis même une des seules, parce que on est très peu. Je crois qu'aujourd'hui, en France, des personnes comme moi, encore en vie, on est quoi, 150? Et beaucoup ont une vie rangée, se sont insérés dans la société et n'ont pas envie d'attirer l'attention sur elles pour des propos qui ne les concernent plus. Alors que paradoxalement, là je vais abonder dans votre sens, je pense que, sans vous demander votre âge, je pense qu'à votre génération, enfin en tout cas à l'époque, ça devait être plus compliqué de parler de ces choses-là qu'aujourd'hui en 2025. Alors j'ai 61 ans, il n'y a pas de tabou là-dessus. C'était à la fois plus compliqué et plus facile. Ah bon? Oui. Parce que... vous étiez à la campagne, c'est vrai. Non, mais même quand je suis arrivé à Paris sur la butte Montmartre à mes 17 ans et 8 mois, où j'ai commencé à découvrir le monde et à devenir effeuilleuse et à faire mon parcours médical, mes études par correspondance, toujours dans le cocon familial. J'étais dans un immeuble qui appartenait à un ami de mon père. Je veux dire, il y avait quand même des règles strictes. On n'avait pas le droit de sortir dans la rue en travesti. C'était impossible. On risquait immédiatement la garde à vue.
Et d'ailleurs, c'était la course-poursuite entre la mondaine et les travestis qui se prostituaient. Il y avait des règles. En société, on devait avoir une apparence qui était concordante avec votre sexe biologique. Donc moi, tant que je n'ai pas été mise en conformité, je m'habillais de façon, disons, unisexe. En tout cas, simple, en jogging, peut-être avec des couleurs pastel, les cheveux attachés, pas de maquillage, pas de vernis à ongles, pas d'escarpins, des souliers plats. Et sinon, je pouvais être emmenée, manu militari, et être mise en prison. Mais malgré tout, bon, j'ai quand même l'impression de ce que vous me dites que vous étiez dans un environnement relativement protecteur quand même, là où d'autres peut-être n'ont pas eu la chance que vous avez eue. Protecteur parce que oui, parce que évidemment sur la butte Montmartre, c'était les artistes, c'était Madame Arthur, c'était tout ça. Et il y avait beaucoup de travestis aussi. Michou, et puis c'était Michou. Et puis surtout il y avait la mafia, le milieu, qui m'a immédiatement mis sous protection. Ah bon? Oui, parce Quelle que raison? bah, pour quelle raison? Parce que J'aurais plutôt imaginé que la mafia, enfin le ah non pas milieu, du tout, non pas du tout. un milieu très Tous les conservateur. endroits de nuit leur appartenaient. Je parle, à l'époque, c'était la mafia marseillaise, puis après c'était corse, puis italienne, puis russe, puis à nouveau corse. Moi, j'ai connu tous ces gens-là, les Marc Antony, les Zampa, Hélène Martini, les frères Guérini. J'ai connu tous ces gens-là, moi. Et je travaillais dans leurs établissements en tant que feuilleuse. Et ces gens-là, finalement, étaient très tolérants. Mais avec moi, c'était les protecteurs. Incroyable. Parce que j'étais particulière, mais j'étais un outil commercial. C'est-à-dire que des belles filles, j'ai envie de vous dire, il y en a partout. Il y en a partout des filles magnifiques. Mais une comme moi, il n'y en a pas 36. Donc les gens venaient pour me voir, moi, parce que j'étais différente et particulière. Et donc eux l'avaient bien compris. Et en plus, bon, j'étais une personne très classique. Je ne fumais pas, je ne buvais pas, je ne me droguais pas, je ne me prostituais pas. Je faisais des beaux spectacles, merci, j'étais comme les singes. J'entends pas, je vois pas, je parle pas. Et donc j'étais vraiment sous protection à cette époque-là. Est-ce qu'il faut voir dans le wokisme, d'après vous, une tentative de réécriture totale de l'humain, justement, qui t'a nié ce qu'on rappelle la réalité matérielle des corps? Oui, ça va dans le sens du transhumanisme. On veut effacer l'image de la femme et de l'homme, et les gens vont devenir des espèces de créatures complètement asexuées, androgynes. On ne sait pas ce que c'est. Voilà, et c'est ça qu'ils veulent faire, bien sûr. Vous avez tout compris. Un petit mot justement des universités, bon des médias, ça, on est même plus surpris, mais les universités, est-ce que, d'après vous, elles ont été colonisées par une idéologie de genre au nom justement de la justice sociale? En tête Sciences Po, tout à fait. que ça devient vraiment... Et voilà, d'ailleurs, certaines connaissances à moi ne peuvent même plus aller faire des conférences, alors que ce sont des filles absolument, et des femmes extrêmement magnifiques, exceptionnelles de qualité, qui connaissent leurs propos par cœur. Elles ne peuvent même plus faire de conférences et apporter justement des éléments de réflexion qui sont indispensables, parce que tout de suite, on va les agresser. Et justement, encore une fois, on reparle des enfants. Pour vous, vous dites bien que les enfants sont les premières victimes d'un wokisme qui refuse justement cette complexité de la construction identitaire. Oui, parce qu'un enfant ou un adolescent est déjà sujet, par définition, à un questionnement identitaire. Ce n'est pas évident de se projeter dans le futur et dire « Ah, je vais être un homme, je vais être une femme, oh bon, moi je suis une petite fille, j'aurais préféré être un garçon, j'aurais pu faire pas mal de choses, je n'ai pas envie d'être une petite fille. » Mais ça, je veux dire, c'est tout à fait normal. Hein. Mais il faut bien expliquer à la petite fille qu'elle ne ça fera jamais d'elle un garçon. Vous savez, il y avait des petits garçons manqués, des petites filles un peu bougeantes, actives comme ça. C'est tout à fait normal. L'adolescence, c'est le moment propice où on se pose 1000 questions. Même physiquement. Hein. Même physiquement. Gens, parfois, on se dit, bon... Elle est un petit peu masculine et à l'inverse. Bien sûr. Aujourd'hui, le problème qui se pose. C'est quoi pardon, mais c'est quoi le curseur justement pour savoir à partir du moment où ça devient un vrai sujet quoi? Qu'il y a pathologie. Ouais. Bah, ça, je voulais essayer de le dire, le mot pathologie. Qu'il y a pathologie, je veux dire, il faut faire examiner l'enfant ou l'adolescent par des spécialistes en la matière. Est-ce que les psychiatres sont légitimes pour... Ah bah s'ils sont gay-friendly, non. Si c'est le copain des homosexuels, moi j'ai une maman qui est venue, elle m'a dit, vous comprenez, on l'a envoyé chez un psychiatre gay-friendly qui, lui, au bout de 2 séances, lui a dit qu'on allait lui donner des hormones et lui couper les seins. Je ne suis pas d'accord, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc je lui ai dit, adressé à un avocat, c'est gay-friendly, ami des LGBT. Un médecin... Attendez, gay-friendly, moi je me revendique tout à fait gay-friendly, ça ne veut pas forcément dire qu'on est... forcément pro délivrance d'hormones à un gamin de 12 ans. Quoi. Mais, dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils sont plutôt sympathisants avec des causes, alors qu'ils devraient rester... LGBT, voilà. Ils devraient rester déontologues et respecter le serment d'Hippocrate. Je vous rappelle que la médecine, elle n'est pas là pour mutiler, elle est là pour soigner ou
aider des personnes qui souffrent. Mais elle n'est pas là pour dire « Oh, il n'y a pas de problème, vous voulez être un garçon? Ok, alors au bout de 2 séances, on vous coupe les seins, on vous fout de testostérone et après, vous verrez. Ça. Et après quoi? Après, c'est la merde. C'est le Oui, mais foutoir. Alexandra, alors c'est vraiment sidérant parce que moi je suis quasiment d'accord avec tout ce que vous dites là, mais je me sens obligé de vous apporter un peu la contradiction, même si, encore une fois, c'est pas un débat. Il y a peut-être des gens qui sont, comme je le disais, intimement convaincus, quoi que vous disiez, qu'ils sont femmes dans un corps d'homme, et qui ont peut-être l'impression que vous parlez contre vous, contre leur cause, et qui auraient peut-être envie de vous dire, vous, toi, tu as eu la chance de pouvoir faire ta transition au nom de ton hermaphrodisme, qu'est-ce que tu viens m'empêcher de le faire si c'est de Mais la moi, volonté? j'empêche personne. Ouais. Ils font ce qu'ils veulent, ça m'est complètement égal, mais qu'ils le fassent à l'âge adulte. Qu'on laisse les enfants et les adolescents Voilà. C'est tranquilles. bien ce que vous rappelez. Après, à l'âge adulte, ils le font. Et si aujourd'hui, ça n'est plus une pathologie, que c'est un choix personnel, la société n'a pas à payer pour eux. Alors, ils prennent leur budget et ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire avec leur Donc propre vous êtes budget. contre le remboursement par la sécurité C'est sociale? plus une pathologie, Eric. Si c'est un choix de vie, faites ce que vous voulez, messieurs, dames. Assumez votre vie et financez votre vie. Alors, je m'en fiche, moi, de ça. On ne peut pas d'un côté dire non, ce n'est pas une pathologie, c'est moi qui décide, c'est moi qui ci, c'est moi qui ça, mais il faut que vous payiez par contre vous. Mais pourquoi faire? Pas du tout. Vous avez l'impression aujourd'hui que les associations LGBT, elles ont trop d'influence sur les politiques publiques, justement, liées à l'éducation, à la santé? Écoutez, le premier exemple, c'est la loi Bachelot. Vous nous rappelez ce que c'est? Alors la loi Bachelot, c'est une loi qui, parce que moi elle m'avait consulté à l'époque. Roselyne Bachelot. Oui, la ministre, qui a été détournée et après redétournée et confirmée par Christiane Taubira. Cette loi ne visait pas à donner des papiers de femmes à des gens de sexe masculin qui n'étaient pas régularisés et vice-versa. Ça voulait simplement dire que dans le cas de personnes comme moi, qui justifiaient d'un parcours médical, qui avaient une date d'opération qui est prévue, mais peut-être avec, je dirais, des mois d'attente, par exemple 8 mois, 1 an d'attente pour avoir un bloc opératoire, c'était peut-être pas utile d'attendre qu'ils aient fait l'opération pour leur donner leur papier, sachant que moi, après mes opérations, j'ai quand même dû attendre 2 ans. Donc je me suis trouvé dans une situation administrative peut-être très très compliquée. Vous voyez? Donc c'est simplement ça qu'avait dit Roselyne Bachelot. Mais elle n'a jamais dit de donner des papiers de femmes à des hommes, pas du tout. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, il y a un autre sujet où, pardon encore de reparler de lui, mais il ne m'en voudra pas, j'espère. François Bégodeau me disait que je faisais de la folklorisation quand j'abordais ce sujet, alors que je ne pense pas du tout, parce qu'on arrive au plein dans le sujet sensible. Quand on parle, j'ai même du mal à citer et associer ces deux mots, entre guillemets, d'homme enceint, par exemple. Est-ce qu'on parle encore de biologie ou juste d'idéologie ou délire? Moi, j'ose le dire. Il accouche par roule, monsieur, par le trou du cul. Excusez-moi d'être vulgaire. Hein? Excusez-moi de ce mot. Il accouche par roule, monsieur. Okay. Arrêtons le délire. C'est une femme qui a une apparence masculine, qui probablement a pris des hormones masculines et qui a un aspect masculin, mais ça reste une femme. Paradoxalement, pourquoi voulez-vous avoir horreur de votre aspect extérieur et le récuser et devenir masculine? Mais par contre, vous conservez votre biologie féminine, ça ne vous pose aucun problème, vous êtes fécondé, vous mettez... C'est un paradoxe total. C'est vrai que c'est pas cohérent. Et est-ce qu'on a le droit d'imposer ça à un enfant? Qu'est-ce qu'il a demandé, l'enfant? Hein? Il a le droit d'avoir une mère et un père comme tout le monde? Est-ce qu'il est responsable? Est-ce qu'il doit assumer les différences, des choix qui sont tellement extrêmes? Pas du tout. Mais pas du tout, je suis désolé. Il y a une éthique aussi. L'enfant, il a des droits. Le simple fait justement de rappeler qu'il faut un utérus pour être enceinte, et non pas enceint, c'est devenu une forme de violence verbale. C'est dingue. Oui. Allons-y dans la violence, pas grave. Est-ce qu'il faut justement, c'est intéressant par rapport au langage, est-ce qu'il faut accepter de dénaturer le langage pour ne pas heurter une minorité militante? Pas du tout. Oui. Non. Il faut rester toujours, je dirais, respectueuse. Bon, là, j'ai utilisé un mot trou du cul, j'aurais peut-être pas dû. Peu importe, c'était pour bouger les choses. Mais il faut toujours rester respectueuse dans sa façon de s'exprimer. Bon, je ne pense pas que les trous de balles vont vous faire un procès. Encore que. Mais je dois dire, non, on n'a pas à modifier le langage. Pas du tout. Il faut rester lucide. Est-ce qu'on n'est pas justement en train de sacrifier le bon sens sur l'autel de l'inclusivité absolue? Bien sûr que si.
Bien sûr que si. C'est un effondrement du sens, quoi, de pouvoir dire homme enceint. Ça n'a aucun sens, ça n'existe pas. C'est pas une avancée progressiste. Non. Celle qui donne la vie, c'est la femme, avec un petit coup de main d'un monsieur, ça c'est évident. Mais celle qui porte la vie, qui donne la vie, c'est la femme, et personne d'autre. Après, la femme, elle a l'aspect qu'elle a. Là, j'ai un collectif de femmes qui m'ont dit qu'est-ce qu'on peut faire? Des femmes biologiques qui, aujourd'hui même, se font agresser dans les rues parce qu'on les prend pour des transgenres. Elles se font molester, elles se font violenter ou rejeter, soit parce qu'elles sont grandes, soit parce qu'elles ont un aspect peut-être un peu plus masculin, elles ont une certaine pilosité, une voix rauque, je ne sais pas quoi, moi. Et comme on les prend pour des transgenres, elles se font attaquer. Mais ce sont des femmes biologiques, ce qui veut dire que dans la catégorie des femmes, vous avez des femmes d'une grande féminité, gracieuses, mais vous avez aussi des femmes plus masculines, jusqu'à la femme de Cro-Magnon, excusez-moi, pour dire un petit truc marrant, quoi, qui sort de la caverne. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une panoplie immense, mais ça reste des femmes. Alexandra, vous avez participé au livre Transmania, qui est un best-seller l'année dernière, coécrit par Marguerite Stern et Dora Muto. Pourquoi vous avez accepté de contribuer à un ouvrage aussi explosif, hein? Certains, on le rappelle, ont qualifié ce livre de dangereux ou transphobe. Pourquoi vous avez accepté de participer? J'ai accepté parce que Dora et Marguerite sont, contrairement à ce que tout le monde dit, deux journalistes d'investigation brillantes, des filles qui sont tout à fait réalistes et des filles qui ne sont pas du tout dans la haine. La preuve, c'est qu'elles elles m'ont entendu moi, elles ont entendu Madeleine de Paulès, qui est une transsexuelle primaire. Transsexuelle primaire, rappelez-nous ce que ça veut dire exactement. Transsexualisme primaire, c'est quand un petit ou une petite vient au monde, contrairement à moi, avec une sphère génitale qui est visuellement normale, mais qu'il ne peut pas ou elle ne peut pas s'en servir parce que soit il y a une inversion des hormonales, soit il n'y a pas de corrélation avec le cerveau. C'est le transsexualisme primaire. Alors que le transsexualisme secondaire, ce que sont les transgenres aujourd'hui. Par exemple, des hommes, pères de famille, qui ont une vie conventionnelle, qui ont une vie conjugale avec une épouse, qui ont même été des fois papa ou grand-père, qui d'un seul coup disent bon, oui, moi je pense que je suis une femme et je vais comme ça maintenant revendiquer. Ça, c'est des secondaires. Et d'ailleurs, ils étaient exclus et récusés systématiquement du protocole d'État. Ils n'en voulaient pas parce que le protocole d'État estimait qu'ils qu'ils ne rentraient pas dans la catégorie des pathologies de naissance et qu'ils n'étaient pas là pour faire imploser des familles ou faire souffrir des épouses et des enfants. Et si le monsieur avait été capable de mener une vie d'homme, ben écoutez, s'il avait un souci, il fallait qu'il aille voir un psychanalyste, je ne sais pas quoi, moi. Mais le reste, non, ça ne concernait pas le protocole d'État. Le simple fait justement de figurer dans ce livre, ça vous a valu des pressions, des menaces? Pas du tout. Non, pas du tout. Non. À Dora, oui. Et à Marguerite, oui. Ce qui est scandaleux d'ailleurs. Vous vous sentez aujourd'hui boycotté, marginalisé par certains milieux, notamment militants? Mais moi, je ne fréquente jamais, moi. Ah. Je ne fréquente pas ces gens-là. Je ne les ai jamais fréquentés. Parce que je n'aime pas les ghettos, ça ne m'intéresse pas. Moi, mon propos était médical. J'avais besoin de mener à bien une problématique médicale extrêmement compliquée de naissance, mais j'ai toujours cherché l'inverse, à m'insérer dans la société, à m'intégrer dans la société sans être marginal. Ça ne m'intéressait pas. Ce livre, justement, pensez qu'il a servi à libérer la parole de certaines personnes comme vous? Écoutez, Dora et Marguerite ont fait tout leur possible et leur nécessaire pour apporter une multitude d'informations. Parce que vous êtes critique de l'idéologie dominante quand même, hein, on est d'accord là-dessus. Qui est dominant? Vous, oui, ça c'est le sujet. Qui est dominant de rien du tout? Ouais. Pour moi, ce qui est dominant, ce qui fait C'est vrai, c'est intéressant ce que vous venez de dire, parce qu'on a tendance à croire que maintenant la revendication LGBT... LGBT, c'est une goutte d'eau. Je vous répète, vous avez 99,9% des êtres humains sur la planète qui sont soit des hommes, soit des femmes, avec une vie hétérosexuelle conventionnelle. Ça, c'est la normalité des choses. Parce que ce qui fait la normalité, c'est le nombre de personnes qui, je dirais, vivent dans une certaine, dans un certain carcan. Voilà, l'hétérosexualité. Si demain, la norme, c'est d'être homosexuel, eh ben, voilà, ça sera la norme. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, en tout cas. Aujourd'hui, Alexandra, il y a aussi un débat sur les personnes nées hommes, devenues femmes, qui participent à des compétitions sportives féminines. Quand une personne née homme d'origine domine complètement une compétition féminine, est-ce qu'on est encore dans le sport
ou est-ce qu'on est dans une forme de tricherie légalisée? C'est une tricherie parce que toutes celles que je connais qui ont participé, comme vous le dites si bien, à des compétitions, elles ne sont pas opérées. Elles ont toujours leur sexe masculin. Donc ce ne sont pas des femmes, je suis désolé. Elles n'ont rien à faire dans les compétitions de femmes. Et vous voulez dire qu'ils n'ont pas été vérifiés ce petit détail C'est-à-dire qu'on anatomique? on tolère que ces personnes-là, comme elles se revendiquent femmes, eh ben, bon, écoutez, alors oui, on vous met en Au nom compétition de avec quoi? les Au nom femmes. d'inclusion? Vous pensez que c'est les fédérations sportives qui acceptent ça et qui Oui, enfin qu'acceptait, sacrifient parce que là, il y a un retour de bâton clairement. en arrière. Parce que une personne comme moi, il faut que les gens le sachent, moi, je suis né totalement dépourvu en hormones mâles et en Alors vous testostérone. on le rappelle, vous êtes XXY, Y. c'est ça. Donc. Voilà, moi j'avais une absence totale de testostérone à cause du fait que ma mère biologique. Non mais regardez par exemple vous, je me permets, puisque vous dites génétiquement parlant, vous étiez, c'était un cas encore à part. Sur un plan sportif, vous seriez dans quelle catégorie? Vous seriez bien dans une catégorie, quelqu'un comme vous, peut-être a des compétences physiques qu'une femme n'a pas. Mais ça n'est pas possible, Pas parce que nous, par notre parcours, nous sommes totalement déficientes en hormones masculines. Donc on est même moins dosé qu'une femme biologique. Vous savez qu'une femme biologique, elle a un tout petit peu de testostérone, ce qui est le précurseur de sa libido et de son énergie, de son tonus musculaire, comme l'homme a un tout petit peu d'œstrogène. Nous, on est tellement déficientes. Moi, j'étais même pas en trace, moins 0,001. Je n'avais absolument pas de testostérone, parce que ma mère biologique avait été arrosée au distilbène pour éviter la fausse couche à l'époque, et ça a détruit totalement, je dirais, le choix de la nature. Vous savez que ce qui fait le choix du sexe de l'embryon, c'est la testostérone qui va apparaître au bout de la 5e semaine. Tous les fœtus à la base sont féminins. Et au bout de la 5e semaine, vous avez la testostérone qui apparaît et qui va dire à l'organisme de la maman, on fabrique le canal de Wolff pour le petit gars ou le canal de Muller pour la petite fille. Chez moi, ça n'est pas apparu parce que le médicament qui arrosait l'embryon détruisait toute la logique de la nature. Et donc les deux composantes se sont développées comme ça en s'autodétruisant. Comment est-ce que vous percevez aujourd'hui les libertés d'expression dans les débats sur le genre? Mais il n'y en a pas. Quelle liberté? Quelle liberté d'expression? Le jour où je verrai dans une salle des personnes, je dirais, de convention, comme vous-même, des personnes comme moi qui avons un parcours, et puis des personnes qui sont quand même peut-être transgenres, mais qui sont parlées convenablement, proprement, échanger des arguments intelligibles et audibles, dans le respect, je dirais, ok, allons-y. Mais ce n'est pas possible. Comment vous expliquez l'évolution de ce... Parce que ces gens-là débat sont persuadés qu'ils ont raison sur tout, qu'ils veulent imposer, passer en force dans la société, et surtout qu'ils ne supportent pas la contradiction. Et si vous leur dites quoi que ce soit, ah mon Dieu, vous êtes ceci, vous êtes cela. Bon, écoutez, on ne peut pas en placer une avec eux. Vous n'étiez jamais invité dans les médias mainstream, comme on dit, ou pas? Moi non. Non. Non, moi non. Moi je suis beaucoup trop dangereuse. Dangereuse dans le sens où, par mes combats de ma vie, la lutte contre la pédocriminalité, ma lutte contre les trafics d'enfants. Pourquoi vous faites peur, vous pensez? C'est-à-dire que je sais beaucoup de choses. En 30 ans, j'ai vu beaucoup d'hommes politiques investis et impliqués dans le trafic d'enfants, dans des réseaux de pédocriminalité. J'ai vu aussi sur les lieux de prostitution beaucoup de politiques faire des choses pas très jolies. Je sais beaucoup de choses. C'est pour ça que j'étais protégée par le milieu, moi. Et De gens encore en vie? bien sûr. Il y en a de moins en moins, mais il y en a encore, oui. Et d'ailleurs, on avait dit qu'on n'en parlait pas. L'Élysée est grignoté, est entouré que de gens comme ça, qui ont des actes de pédocriminalité à leur actif, bien sûr. Incroyable, parce que vous... Et comment vous expliquez justement qu'il y a une omerta sur tous ces sujets? Parce que vous avez cette grande loge franc-maçonne qui couvre depuis des décennies et qui fait en sorte que beaucoup de choses comme ça ne soient pas dévoilées ou n'aboutissent pas, qui protègent contre vents et marées des gens qui ne mériteraient pas d'être protégés. Ah oui, c'est des accusations quand même assez graves quand même que vous portez là. Non, parce que toutes les personnes dont je parle, elles ont été appréhendées de façon judiciaire et ça a été prouvé que ces gens-là avaient eu et commis des actes de cette sorte. Alors, là, bien sûr, on dénonce de manière générale l'évolution de cette société, enfin, vous le faites. Quelle solution vous proposez pour favoriser un dialogue ouvert et respectueux sur ces questions? C'est pas simple, surtout si vous dites que certains politiques qui nous entourent ont un avis biaisé sur ces questions.
tant qu'on empêchera des femmes de qualité qui sont des docteurs ou je pense à Madame Audugé, je pense à Bon, on va revenir parce que c'est vrai que ce que vous venez de dire était un peu une bombe. Alors, je ne veux pas aller trop sur le terrain non plus judiciaire, mais pensez que sous Emmanuel Macron, les choses se sont aggravées? C'est pas que les choses se sont aggravées, c'est que oui, enfin, si, aggravées dans le sens où la complaisance à l'égard de cette idéologie a été multipliée par 1000. Comment Oui. vous expliquez ça? Bah, parce que je pense que lui-même est concerné. Voilà. Bon, on laissera les sous-entendus interprétés par les gens comme ils le souhaitent. Est-ce que vous pensez, Alexandra, que la société est prête à accepter une diversité plus large des identités de genre? Oui, tout à fait. Entre nous, vous avez dû parfois subir des critiques, quand même, soyons... Non, jamais. non. Si, c'est arrivé, Eric, bien sûr. Mais je veux dire, dans la grande majorité des cas, j'ai été extrêmement bien traité. Et la société Vous française... avez un fort caractère, apparemment. Comment? Vous êtes peut-être, J'ai une j'ai envie de dire, une personnalité... personnalité qui permet que... Oui, parce qu'un parcours comme le mien, il faut être forte. Oui, mais il y en a peut-être qui Sinon, n'ont on ne pas peut pas. cette force. Je pense que c'est notre marque de fabrique. Que c'est une destinée, qu'on a été mis sur Terre pour vivre ça, pour probablement laisser un message à l'humanité, mais la nature nous a donné aussi les arguments pour nous battre et mener à bien cette destinée qui est tellement compliquée. Et moi, j'ai toujours compris que ce n'était pas aux gens d'accepter, c'était à moi d'aller vers eux. Et d'expliquer avec mes mots à moi que j'étais sociable, respectable, que je n'étais pas, je dirais, une personne dangereuse ou qui mettait à mal les certitudes de ce qu'est un homme et une femme. Et dans la plupart des cas, les gens m'ouvraient les bras très gentiment. Oh ben oui, après tout, oui, elle est comme ça, on s'en fout. Je veux dire, et je devenais copine. Beaucoup de gens m'ont ouvert les bras. C'est marrant parce que vous me faites penser à quelqu'un, enfin vous connaissez peut-être, mais qui d'ailleurs n'a jamais voulu trop s'exprimer sur le sujet, mais autour de laquelle, évidemment, plein de rumeurs circulent. Amanda Lear, hein, par exemple. Oui, Amanda est charmante. Vous la connaissez, oui? Bon, on s'est croisés, oui, Amanda est charmante. Amanda, elle a utilisé toujours sur scène son ambiguïté sexuée. Donc c'était compliqué parce que d'un côté, elle utilisait ça comme une marque de fabrique, je dirais, dans son public régional, son management d'artiste, mais dans la vie de tous les jours, elle ne voulait absolument pas qu'on parle de ça, ni qu'on parle de sa vie privée, ni de son parcours médical. Ah non, 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 non. Mais je lui disais toujours, je dis, tu comprends que ce que tu fais, c'est paradoxal. Contrairement à Jacqueline Dufresnoy, à Coccinelle, à moi, à Bambi, Marie-Pierre Pruvot, qui nous cherchions par tous les moyens à nous insérer dans la société et avoir une vie. C'est pas qu'on voulait être transparente ou anonyme, mais c'est qu'on voulait vivre en bonne intelligence avec nos compatriotes. Amanda, sur scène, elle était quand même, elle alimentait une rumeur. Donc après, quand elle disait, Vous voulez dire, vous avez l'impression qu'elle en a joué et puis que c'est-à-dire paradoxalement, qu'elle elle ne voulait pas en parler. C'est pas forcément elle, c'est aussi les producteurs qui étaient assez vicieux, dans le sens où ils la poussaient dans ces retranchements-là, parce qu'ils avaient compris qu'elle allait toucher un public extrêmement important et qu'elle allait faire une carrière monumentale. Mais moi, quand je l'entendais chanter avec sa voix rauque, qu'elle avait fumé 3-4 paquets de cigarettes, bu du whisky à outrance, parce que dans la vie de tous les jours, Amanda a une voix très claire, très féminine, qui passe très bien. Et c'est pas du tout cette voix-là. Ah, vous voulez dire qu'au contraire, elle en a presque joué dans l'autre sens. On l'a forcée à en surjouer pour sa carrière. Oui, tout à fait. Et c'est vrai aussi ce qui interpelle quand on vous reçoit, moi c'est la première fois que je vous rencontre, je ne sais pas, vous avez fait des études, vous avez l'air de bien connaître vraiment toutes ces questions. J'ai fait des études, par correspondance, bien évidemment. Ce qui est On a l'impression que vous avez baigné dans un environnement intellectuel, mon papa adoptif était un HEC polytechnicien, un docteur en théologie. Ma mère était médecin, ma mère adoptive. Mais ça se ressent parce qu'on a l'impression que vous connaissez vraiment dans le détail. Et puis bon, j'ai été une enfant très précoce avec un certain QI. Je dirais en tout cas, j'avais des aptitudes à apprendre, à écouter, je me passionnais pour tout. Et finalement, vous savez, comme je n'avais pas de vie sensuelle, ni, je dirais, comme un petit adolescent, affective, j'ai tout reporté sur mon travail cérébral.
Et donc, je faisais que ça, étudier, Enfin, le travailler. mot sensuel, vous voulez dire sexuel, quoi. Enfin, vous n'aviez pas Oui, de parce que relation. j'ai eu aucune puberté, rien du tout, rien ne s'est déclenché. Parce que ça aussi, il faut le dire, très important de laisser les enfants avoir la puberté qui est la leur et qui est la Oui, il y a des nature. inhibiteurs à puberté, enfin, je sais Mais pas. c'est une folie furieuse, c'est un crime de faire ça. Les bloqueurs de puberté, on les donnait dans les années 50 pour des enfants qui étaient trop précoces. Par exemple, qui déclenchaient leur puberté à 8-9 ans avec des effets secondaires monstrueux. Et c'était trop tôt, parce que c'était pas encore adapté. Mais si vous bloquez la puberté d'un petit garçon à 12 ans, si vous après, quand vous voudrez que la puberté se reprenne son fil de la C'est route, compliqué. l'enfant va rester, s'il y a eu des hormones croisées, il restera toute sa vie avec un sexe qui est celui d'un enfant de 12 ans. Au niveau de la taille, enfin. Oui, de tout. D'accord. Alors que même dans le cas où il y a une pathologie, il faut que les chirurgiens aient des matières premières pour travailler. Donc il faut laisser le corps, la chair aller à, je dirais, sa finalité de croissance pour que les chirurgiens puissent travailler. Et moi je dis, il faut laisser la nature faire ses choix. Moi, la puberté a confirmé le désordre génétique. J'ai envie de dire, la situation à laquelle vous avez été confronté très tôt, peut-être vous a obligé à devenir aussi la personne que vous êtes, c'est-à-dire très forte, il y a une Ouais, personnalité c'est-à-dire que vous savez, moi j'ai été affirmée. élevé à la campagne. À la campagne, on ne joue pas, on ne s'amuse pas, on se lève le matin, on fait les tâches avec sa Oui, mais la grand-mère, son campagne qui grand-père. paradoxalement n'est pas non plus très inclusive par rapport à, enfin l'idée qu'on en a, c'est que, et peut-être que finalement les gens de la campagne sont plus tolérants que ceux dans Mais les villes. moi j'étais en huis clos, hein, je ne voyais personne. Personne ne savait mon existence, personne ne savait rien de moi. Et voilà, c'est tout. Non, mais les gens de province ne sont pas forcément. J'ai des personnes comme moi qui ont eu un parcours, qui vivent en province très bien. Non, mais je veux dire, ça n'a rien de péjoratif. Je dis juste que Non, comme ils voient pas beaucoup de, ils voient moins de monde, bah, de voir peut-être des gens qui sont différents, c'est peut-être plus non, compliqué que pas forcément, non, pas forcément. Non, non, au contraire dans même. le milieu artistique. Voilà ce que je veux dire. Oui, parce que c'est peut-être ça la question que j'aurais pu vous poser aussi. C'est finalement, vous avez toujours évolué dans le milieu artistique, on peut le dire. Enfin, vous auriez pu faire un métier, on va dire, pardon, classique, Bien normal. évidemment, si on avait voulu de moi. Ah. Donc, vous avez été victime, vous aussi, quand même, D'un de rejet, la oui, tout à fait. discrimination. Bah, Ah bah c'est-à-dire voilà, que c'est mes ça que je papiers voulais n'étaient dire. pas en concordance. Quand ils me voyaient arriver, j'étais une grande perche, androgyne, très féminine, avec des grands bras, des jambes longues. On m'appelait la girafe. J'étais très disgracieuse d'ailleurs. Les gens disaient, mais c'est quoi ce truc-là? Je ne comprenais rien. Excusez-moi, c'est un peu ça qu'ils disaient. Et donc personne ne voulait de moi nulle part. Donc je me suis rabattue Vous dans en un avez secteur. souffert, je suppose, beaucoup. Non, pas forcément, parce que moi, vous savez, je suis une personne qui est très pragmatique. Les gens ne veulent pas de moi. Bah, c'est pas grave, il y a bien un jour un ou l'autre qui voudra de moi. C'est pas grave. J'ai bien rencontré un mari, etc. Et la solitude ne m'a jamais fait peur. Je ne voulais pas être exposée à, je dirais, des agressions. Donc, je ne voulais forcer personne à m'accepter. Si les gens n'étaient pas bien en ma présence, eh ben, c'est pas grave, je restais dans mon coin. Et il y a toujours eu des gens qui m'ont apprécié et qui m'ont ouvert la porte, tendu la main. Bien sûr, pas beaucoup. Il y a des gens, notamment dans les médias, je pense à quelqu'un comme, je crois que c'était Yann Barthès dans le quotidien. Là, tout d'un coup, je reviens, on en parlait un petit peu tout à l'heure, j'ai retrouvé le nom de cette personne, c'était en 2020, c'était Lily Vincent, un jeune garçon qui se sentait fille, qui était interviewé sur le plateau, d'ailleurs tout le temps accompagné de sa maman d'ailleurs, et qui parlait pas beaucoup. Est-ce que c'est, encore une fois, je reviens à ça puisque c'est votre combat, est-ce que c'est éthique de faire témoigner un enfant de 8 ans sur sa Non, transidentité à une heure de non, c'est rendez-vous? criminel. C'est criminel. Au contraire, si un petit garçon qui a toutes ses fonctions, Surtout quand on voit la réaction que ça quand a. tout fonctionne, il n'y a pas de pathologie de naissance, on est bien d'accord, hein, Eric, hein. Il a juste peut-être une idée dans la tête. Si un petit garçon vous dit ça, le rôle de la mère, c'est de dire non, excuse-moi, tu es un garçon. Et le faire voir par un psychanalyste ou un psychologue pour enfants, mais on ne peut pas le pousser dans ses retranchements. Vous imaginez ce que ça va donner en quelques années s'il se rend compte qu'il a fait fausse route? Ce qu'on appelle les phases de détransition, je sais pas. Oui, c'est ça le problème. C'est que moi j'en ai tellement vu comme ça qui se foutaient en l'air. La mère de cet enfant, qui est d'ailleurs éducatrice de profession, je crois, est-ce qu'elle a agi en tant que parent ou militante, d'après vous? Les deux. Je ne contesterai pas son rôle de mère, mais je pense qu'elle ne fait pas le bon choix. Un enfant de 8 ans n'a rien à faire sur un plateau de télévision. Rien à Il y a faire, une instrumentalisation, d'après vous? bien sûr.
Le soutien justement parental affiché dans ce cas-là et puis dans d'autres, est-ce que c'est donc pour vous, c'est pas une preuve forcément d'amour ou c'est plutôt une preuve de pression sociale inversée, quoi? Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'amour, mais je veux dire qu'il y a une pression sociale où malheureusement la société rend possible des choses qui n'ont pas lieu d'être, ou facilite des schémas qui sont parfaitement destructeurs. Et quand les gens vont se réveiller une bonne fois pour toutes, le jour où ils vont se réveiller, ils vont se coller dans le mur. Ça sera terminé pour eux. Vous pensez que l'éducation actuelle, elle prépare de manière adéquate les jeunes à comprendre justement la diversité des identités de genre en particulier? C'est compliqué quand même, c'est vrai. Mais vous savez, l'éducation à la base, c'est d'apprendre à un petit garçon à devenir un jeune homme, puis un homme, en lui inculquant le respect de la femme, lui expliquer ce que c'est que d'être père de famille, ses responsabilités, expliquer à une petite fille qu'elle va devenir une jeune fille puis une femme, que ses rapports avec les hommes vont peut-être être complexes, mais qu'il y a des codes de comportement, des prérogatives, des fonctions, tout ça, il faut expliquer ça aux jeunes, leur expliquer le civisme, leur ouvrir la tête pour la spiritualité. On ne parle même plus de spiritualité, on parle que de cul à l'école. Un jour, je suis allé avec une mère de famille qui m'a dit « Viens avec moi écouter ce qu'on dit ». On ne parle pas du rapport le plus élémentaire qui existe, c'est le rapport hétérosexuel qui fait qu'une jeune fille va rencontrer un jeune homme, ils vont s'aimer, donc il y a des sentiments. Déjà, il faudrait peut-être rappeler que l'acte de chair doit aller de pair avec des sentiments, c'est quand même l'idéal, je trouve. Hein. Alors, on n'a pas parlé de ça, on a parlé de tout ce qui était homosexuel, mais l'homosexualité, ce n'est pas une option. Soit l'enfant est homosexuel, et il faudra voir si c'est passager ou définitif, et il ne faudra surtout pas le stigmatiser ou l'agresser, mais il faudra l'aider justement à mener ce combat qui est un combat difficile. Mais vous ne pouvez pas arriver dans les écoles et dire aux enfants « Ah ouais, tu peux être homosexuel ou hétérosexuel, c'est pareil, c'est très bien, tu peux choisir un gars, une fille, pourquoi pas une chèvre non plus, et puis alors voilà, tout est bien, on s'amuse, on s'éclate. » Mais pas du tout. Revenons sur Terre, s'il vous plaît. Il y a des gens qui vont dire que vous êtes caricatural parce que... Oui, bah peut-être, si ça leur fait plaisir de le dire, oui. Mais moi, au moins, je dis les choses. Alors, c'est vrai que c'est à relever ce que vous dites par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans les écoles. On a l'impression même qu'il y a un phénomène de mode, je pense aux applications type TikTok. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce phénomène de mode autour de la transidentité adolescente? Ça, c'est un véritable sujet de société, quoi. On voit bien que sur les applications, je le dis, sur TikTok et d'autres, voilà, il y a un engouement autour de ça. Un engouement, et dès l'instant où on laisse sous-entendre aux jeunes que c'est possible, alors que c'est un mensonge absolument... C'est pas un progrès pour vous, dans la situation dans laquelle vous êtes, de considérer qu'il y a des émissions, je sais pas, je pense à, je sais plus, une émission sur France Télévisions qui parlait avec plein de... Bon, après, il ne faut pas tout mélanger, mais bon, par la force des choses, on n'est pas spécialiste comme vous forcément de tous ces sujets. J'étais, je sais plus, avec des drag queens, enfin, c'est pas un progrès pour vous. Les drag queens n'ont rien à faire dans les écoles. Le spectacle des drag queens, c'est un spectacle pour adultes qui est basé sur la transgression, sur le travestissement et sur l'ambiguïté sexuelle. Expliquez-moi ce que ça a à faire dans les écoles de la République, où on est en train de structurer les enfants en devenir en leur donnant des valeurs. L'enfant est malléable, l'enfant est fragile, il est vulnérable. Donc, qu'est-ce que ces gens-là ont à faire dans les écoles? Mais rien du tout. Qu'on leur montre des hommes et des femmes en leur expliquant les valeurs viriles de l'homme, le rôle des femmes, etc., pour leur donner envie d'être un garçon ou une fille, je dirais, accompli. Mais qu'est-ce qu'on va leur mettre, des travestis? Vous ne voulez pas non plus les emmener chez Michou? Ça aurait peut-être été mieux, d'ailleurs. Ça aurait peut-être été plus sain de les envoyer voir chez Michou, Chantal Goya, Maya l'abeille ou je ne sais quoi. Ça aurait peut-être été même plus sain que ce qu'ils font actuellement. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, peut-être en vous regardant ce soir et vous couvrant, vont peut-être vous dire que vous êtes complètement à côté de la plaque, vous évoluez pas avec votre temps et que finalement aujourd'hui, on le voit, ça arrive souvent des États-Unis, là je parlais même avant Trump, que ce phénomène est un phénomène occidental d'ailleurs plus, qui se déverse en Europe. Vous avez vu ce qui se passe en Amérique là? Le retour de bâton, hein? Vous avez vu le problème qui se pose? Maintenant, toute personne qui vient de France doit justifier de son sexe de naissance. Et une personne comme moi aux États-Unis, j'en ai encore parlé avec Caitlyn Jenner l'autre fois, qui elle est milliardaire, donc elle peut arranger les choses. Mais une personne comme moi qui aurait eu un changement de papier, si aujourd'hui je voulais aux États-Unis... Vous parlez de qui, pardon? Vous avez parlé de votre amie américaine, c'est ça? Oui, Caitlyn Jenner.
Elle est très connue, elle. Enfin, Oui, oui, c'était la- il a été le voilà, père des c'était. Kardashian. Mais voilà, c'est Ouais, et c'est devenu une femme. vous la connaissez? Ah Oui, oui. bien sûr. Et elle a eu un changement d'état civil, elle a été jusqu'au bout de ses opérations. Et aujourd'hui, elle m'a bien confirmé, elle m'a dit si aujourd'hui, elle, non, puisqu'elle est milliardaire, elle n'a pas de problème avec l'argent, on fait ce qu'on veut. Mais quelqu'un d'autre qui n'est pas milliardaire, qui demande un renouvellement de sa carte d'identité, il faut qu'elle donne l'acte de naissance intégral, avec les mentions marginales, où est stipulé qu'elle est née de sexe masculin et qu'il y a eu une opération et un changement d'état civil. Et là, actuellement, on la remettrait de sexe mâle. Moi, aux États-Unis, on dirait non, vous êtes un homme. Eh bien, pardon, mais alors voilà, ce serait À problématique. cause du bordel du wokisme. Et Trump a été obligé de prendre des mesures massives dans l'autre sens pour mettre le holà à ce délire permanent. Et là, actuellement, vous êtes en France, vous allez aux États-Unis, il faut allez, sexe de naissance biologique, F. Ils ont un doute sur moi. Vous passez derrière, s'il vous plaît. Échographie. Vous n'avez pas d'utérus, vous. Vous n'êtes pas une femme. Allez hop en prison. C'est comme ça maintenant. Et alors une femme qui a eu le cancer, à qui on a enlevé les voies féminines, qui a eu la mammectomie, c'est pas une femme? Vous voyez ce que je veux dire? Donc la dérive est très grave. C'est pas à nous qu'il faut en prendre. C'est pas à nous qu'il faut s'en prendre, pas du tout. Nous, on n'a rien à voir avec ce bordel-là, excusez-moi. Je reviens à ce phénomène, enfin ce que je qualifiais de mode. Les réseaux sociaux, est-ce qu'ils jouent un rôle toxique dans la construction de l'identité de genre chez les jeunes, après vous? Je ne vous dis pas que les réseaux sociaux sont toxiques, il faut vivre avec son temps. Mais je pense que les réseaux sociaux mal utilisés, ou en tout cas où on laisse les enfants dans une liberté absolue, et ça se voit aussi dans mon autre combat, où les enfants finissent par être la proie de prédateurs sexuels ou à sombrer dans des espèces de scénettes pédopornographiques, si on laisse les enfants face à ça, il y a des dangers multiples et absolument extrêmement graves. Bon, c'est que la médecine, pour revenir à ça, parce que c'est quand même le fond du sujet, quand il y a des opérations de transition, elle est poreuse, elle est trop influencée par ces courants que vous Non, pas du dénoncez. tout, la médecine, non. Une certaine médecine. Le protocole d'État qui existe toujours est très rigoureux, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut créer une autorité indépendante pour encadrer C'est-à-dire qu'on ces n'aurait jamais décisions dû, médicales liées au genre chez les on n'aurait mineurs. jamais dû permettre aux gens, on aurait dû laisser ce protocole d'État qui était en place, qui n'était pas non plus la panacée universelle, parce que c'était quand même dur, c'était long, c'était fastidieux, les gens ne le supportaient pas, parce que les psychiatres n'étaient pas forcément toujours très sympathiques, mais c'était quand même quelque chose de très bien organisé, hein, et qui faisait que la personne, si elle était vraiment concernée, allait aller jusqu'au bout des choses. Mais on comprenait aussi que dans certains cas, on réglait le problème par de la psychiatrie, c'est tout. Après d'autres, par une harmonisation endocrinologique. Et celle qui allait aux opérations, c'était même pas 0,1%. Il faut tout faire pour ne pas aller aux opérations, d'ailleurs. Comment est-ce qu'on peut garantir que les jeunes sont correctement informés des effets irréversibles de certains traitements? Bah, écoutez, moi, je ne peux rien vous garantir du tout. Il faut simplement que les médecins qui interviennent auprès des enfants soient des médecins de qualité, avec la déontologie, et qu'ils ne soient pas, je dirais, comme on disait tout à l'heure, gay friendly. C'est-à-dire à dire, oui, il n'y a pas de problème, bien sûr. Vous êtes un garçon, vous êtes une fille. Ok, vous êtes une fille, vous êtes un Mais garçon. vous pensez qu'il y a une pression qui s'exerce sur ces médecins pour qu'ils adhèrent à un consensus idéologique? Peut-être, oui, peut-être. Je veux dire, là où ça peut être moins condamnable, c'est si le médecin peut être les médecins, intimement par convaincu définition, bien sont des fondé de personnes. Oui, les médecins, par définition, sont des personnes déontologues. Donc, je ne pense pas qu'on les influence. Mais peut-être que la jeune génération des médecins actuels a été de façon. On les a formés peut-être dans une optique médicale qui est quand même un peu différente. Je suppose, oui. Et les soignants qui osent exprimer des doutes justement sur la transition d'enfants, d'après vous, ils sont réduits au silence par peur des sanctions? Il y en a pas beaucoup? Non, elles s'expriment, il y en a qui s'expriment. Il y en a beaucoup qui s'expriment. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me suivent et qui me le disent, des infirmières, ou même des mères, des grands-mères, qui disent qu'elles ne sont pas du tout complaisantes ni d'accord avec tout ça, bien sûr, il ne faut pas croire. Hein. Mais Alexandra, quand même, le but aussi de cet échange, c'est aussi d'informer nous aussi à notre petit niveau. Quel est le conseil, qu'est-ce que vous diriez à des parents en détresse face à un enfant en questionnement de genre? De ne rien précipiter,
de ne rien faire avant la Ah. majorité. De toute façon, on ne touche pas un enfant avant la majorité, de façon à ce que sa puberté soit terminée, que la nature ait pu faire ses choix. Parce que la nature, elle peut se tromper, mais même quand elle se trompe, elle le fait avec une certaine logique. N'oubliez jamais ça. Et donc, il faut laisser les enfants faire leur puberté, et si vraiment, à la majorité ou à l'approche de la majorité, ils continuent à présenter des signes ou des troubles, il faut les mettre dans la main de personnes qui sont, je dirais, compétentes, et que ces enfants-là puissent vivre leur parcours médical en l'assumant. Parce qu'il faut assumer son parcours médical. Sinon, vous allez droit dans le mur. Il faut le comprendre, étape par étape. Parce qu'en fait, après, c'est un projet de vie. Vous savez ce que je veux dire? Ce n'est pas que biologique. Tous les transgenres, vous les voyez, sont tous dans la biologie. Ah, 3 mois d'hormones, ah, 4 mois d'hormones, ah, 5 mois d'hormones. Et alors, qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça? Quand ils vont vieillir, alors quoi? Après, il y a toute une vie à mener, l'accession à la maturité, l'accession, je dirais, fonder éventuellement une famille. Il faut être sûr de soi, en sachant que des gens comme moi, on a des facultés qui ne seront jamais là. D'autant que la prise d'hormones n'a pas qu'une influence biologique, ça influe aussi sur le psyché, non? Ça influe sur rien du tout. Moi, j'en ai jamais pris d'hormones. Bon, j'ai pas besoin de ça, moi. J'avais un tout petit peu d'oestrogène dans les surrénales et la thyroïde, et mes parents ont dit foutez-lui la paix. L'enfant existe en état. On va pas commencer. Si j'ai pris des hormones là, une tentative à 61 ans pour l'ostéoporose. Et puis non, on transforme pas un garçon en fille par hormones. C'est faux. C'est complètement ridicule. C'est du délire, ça aussi. Comment on peut différencier une véritable dysphorie de genre d'un mal-être plus diffus? Il n'y a qu'un spécialiste qui peut le faire. Un psychiatre, quoi. Non, pas forcément un psychiatre, mais un psychanalyste. En tout cas, des gens qui sont, je dirais, des spécialistes dans son domaine. Parce qu'il y a quand même certaines questions précises à poser. Il faut mettre le jeune face à ses responsabilités de jeune, etc. Il n'y a qu'un spécialiste qui peut le faire. Et il y en a d'excellents. Je reviens à vous, Alexandra Brazainville, parce qu'en effet, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui vont être surpris du discours que vous tenez. Et en effet, je le rappelais d'ailleurs à cet invité avec qui je parlais, là, il y a quelques temps, de ces questions, François Bégodeau, je disais que c'est comme pour le mariage homosexuel. Moi, je connais des homosexuels qui étaient contre le mariage homosexuel. De manière générale, j'ai envie de vous dire, vous parlez d'où, camarade? Parce que finalement, vous avez un engagement aujourd'hui politique ou pas? Ah non, moi je fais partie d'aucun parti politique. J'ai toujours été apolitique. Déjà parce un discours politiquement incorrect, vous le savez. Là, oui, mais les partis politiques m'ont toujours claqué la porte au nez. Ils ne voulaient pas de nous. Enfin, ils ne voulaient pas de gens comme moi, en tout cas. Donc, voilà. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est par voie associative, en tout cas. Mais sur le terrain, je me suis confronté sur le terrain à des causes extrêmement graves. La prostitution des enfants sauvages, la maltraitance des enfants, les travestis, les prostituées de la rue Saint-Denis, la rue Blondel. C'est des choses extrêmement compliquées. Et vous ne trouviez pas d'écoute à l'époque? Si, bien sûr. Si, quand même. Bien sûr, beaucoup d'écoute. Au contraire, bien sûr. Et qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui peut-être à plus un petit peu parler, alors dans les médias évidemment certes, plus alternatifs comme on dit, comme le nôtre. Pourquoi? Parce que selon vous, il y a une situation critique en ce moment? Oui, parce que moi je n'aime pas le mensonge. Et mon propos à moi ou à mon ami qui est comme mon frère, Vincent McDoom, c'est la protection des enfants. On ne veut pas qu'on mette à mal des enfants qui sont, je dirais, des êtres fragiles, vulnérables, en leur mettant des idées dans la tête qui ne sont pas, je dirais, qui n'ont rien à voir, qui sont délirantes. L'enfant, il est malléable, on en fait ce qu'on veut. Il n'a pas le recul nécessaire, psychologique pour objecter, pour dire non, non, moi je ne suis pas d'accord avec ça, pas du tout. L'enfant, on en fait ce qu'on veut. Et c'est criminel de faire ça. Et l'éducation sexuelle, ce n'est pas le propos de l'école. L'école, elle est là pour instruire. L'éducation, éduquer, c'est bien le propos et le contresens de l'éducation nationale. On devrait dire l'instruction nationale. Éduquer, c'est le propos du père et de la mère et de personne d'autre. Du père et de la mère, mais vous savez, maintenant, il y a des familles, on va dire, sur un plan parental qui sont différentes de ce que vous pouviez qualifier de la norme. Moi, j'aimerais d'abord vous demander, qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui peuvent se dire, mais quelle est les conservatrices, vous êtes
peut-être pas progressiste. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que vous n'êtes pas progressiste et que vous n'avancez pas avec votre Moi, temps? je leur réponds qu'ils pensent qu'ils veulent, je m'en fiche. Vous pensez quoi de la PMA et de la GPA, par exemple? PMA et GPA, qu'est-ce que c'est que ces conneries-là aussi? Oui, Et non, maintenant, mais c'est l'utérus artificiel, le vagin artificiel, et puis quoi encore? Pourquoi vous ne laissez pas les gens naturellement faire des enfants proprement? Je veux dire, non, mais deux personnes, j'allais dire de confession, d'orientation sexuelle homosexuelle, pour vous, ne sont pas légitimes à avoir un enfant? je vais être très dur, mais je pense que quand on a une différence aussi marquée, soit on fait l'enfant soi-même, comme Bertrand Delanoë, qui par exemple a eu d'une première union un fils avec une femme, et ensuite il a décidé qu'il voulait vivre sa vie avec un garçon. Mais il était séparé de la dame, mais c'est son fils, c'est lui qui a fait son fils. Donc là, on ne va quand même pas lui enlever son fils, ce que je veux dire. Et son fils, il continue à l'élever avec son nouveau conjoint qui est de son sexe. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je veux dire, à la base, deux garçons qui sont homosexuels, je ne suis pas sûr qu'un enfant, on doive le priver de sa mère. Quand vous entendez des personnalités comme Marc-Olivier Fogiel, Christophe Beaugrand, Oui. qui laissent entendre que leurs enfants ont deux papas, par exemple, ça vous choque ou pas? C'est pas que ça me choque, ça peut très bien se passer. Et ça peut aussi très mal se passer dans un couple hétérosexuel normatif où le monsieur tape sur la dame, martyrise Voilà. l'enfant, fait des incestes. Bien sûr, l'hétérosexualité n'a jamais été, je dirais, une Un garantie gage. de bons soins. Pas du tout, ou de respect de l'enfance. Mais c'est possible aussi que l'enfant soit très heureux, mais c'est possible aussi que l'enfant, il se dise pourquoi j'ai pas de mère, ou dans l'autre sens, pourquoi est-ce que j'ai pas de père, qu'est-ce que se passe je sais pas, moi. Je pense qu'on a tous et toutes besoin de référents des deux sexes. Et vous pensez qu'il y a une déviance en ce moment? En tout cas, il y a, on va dire, ce courant LGBT, les sujets de PMA, de GPA, tout ça, c'est la prochaine étape, vous pensez? Non, je pense qu'il ne faut pas non plus accuser le lobby LGBT de tous les maux de la Terre. Là, ce qu'ils sont en train de faire avec l'euthanasie, c'est d'une gravité extrême. Hein. On est dans une espèce de dictature. C'est-à-dire? Comme a dit M. Macron, à la Grande Loge franc-maçonne, tuer est un moindre mal. Je dis, t'as commencé par vous, par exemple, puisque vous êtes déclafté. OK, on va élargir l'euthanasie aux mineurs ou aux enfants fragilisés qui ne pourront jamais s'insérer. C'est pas grave. Écoute, commençons par vous, mon cher. OK, puisque vous avez des signes de dégénérescence, vous aussi, hein, M. Macron. Je n'ai pas peur de lui dire en face, moi. Donc, on est dans une espèce de culture de la mort. Les avortements explosent de partout. Bien sûr que Mme Veil a eu raison de dire qu'il fallait aider des femmes dans la détresse à peut-être faire une interruption de grossesse, surtout quand elles avaient été violées brutalement. Mais elle n'a jamais dit que c'était un produit de consommation courante. Maintenant, j'ai des copines qui me disent à moi, c'est la 5e fois qu'elles sont avortées. Est-ce qu'une femme, elle est, je dirais, obligée de se faire curer le ventre à longueur de temps? Pourquoi elle ne prend pas les précautions d'usage avec son compagnon pour se dire non, on ne veut pas concevoir pour le moment, ce n'est pas le moment, donc on va faire attention. Pourquoi sacrifier la vie d'un enfant? Pourquoi traumatiser une femme dans sa chair, dans son ventre? Vous voyez ce que je veux dire? On va dans les écoles aussi expliquer aux enfants qu'on peut les mutiler, les rendre handicapés, les rendre stériles, sous prétexte qu'ils veulent être autre chose que ce que nature a décidé qu'ils soient. Et maintenant, on veut tuer tout le monde. Alors tous ceux qui ne vont pas, à la poubelle. Vous avez compris? Non. Vous êtes croyante? Moi, je suis chrétienne, catholique, bien sûr. Et le bon Dieu marche à mes côtés. Je ne suis pas Christine Boutin, pourtant j'adore Christine, hein, mais bien sûr, et dans toutes mes actions sur le terrain, où j'étais confrontée à des choses absolument sordides et terribles, j'ai toujours demandé l'aide de là-haut pour me donner la force de supporter ce que j'allais voir. Vous savez qu'il y a aussi beaucoup de gens qui, en vous écoutant là tout à l'heure, avec, Ils vont dire que je suis la nouvelle Christine Boutin. vous êtes complotiste par exemple, vous voyez peut-être des complots là où il n'y en a pas. Oui. Bon, ils ont tout dit. J'étais l'envoyé de l'Élysée, une bâtardée de chez Rothschild, que j'étais la copine de je ne sais plus quoi. Oui, comme j'ai été suivie par le docteur Noguès, Françoise Macron-Noguès, la mère du président pendant des années, la référente Conseil national, qui faisait l'intermédiaire entre la santé publique, la sécurité sociale et les protocoles médicaux avec les parents et les patients. Dites-nous par qui là? Vous étiez suivi par qui? Le docteur Françoise Macron-Noguès, la maman du président, qui était la référente Conseil national, c'est-à-dire l'intermédiaire entre l'institution de santé publique et la sécurité sociale et
les groupements de spécialistes avec les parents et les enfants. Et quand il y avait besoin de faire une intervention qui était un petit peu onéreuse, elle regardait après enquête si les enfants, on avait droit à des subventions. Moi, j'ai droit à rien du tout, parce que mes parents avaient des moyens. Donc, mais elle faisait un job, elle s'occupait des trisomiques, elle s'occupait de tous les enfants qui étaient nés avec des problèmes d'handicap chromosomique. Mais elle n'a jamais été complaisante, ni dans le favoritisme, ni rien. D'ailleurs, elle était extrêmement dure. Il fallait respecter à la lettre, je dirais, les rendez-vous, les périodes de soins, etc. Sinon, on vous mettait à la porte. C'est vrai qu'on a l'impression quand même que ces sujets, on en parle quand même malgré tout un petit peu plus qu'avant. Et qu'en effet, ça prend une proportion colossale avec évidemment... notamment des émissions outre-Atlantique qui en ont parlé, toutes ces rumeurs autour de ces sujets. Pourquoi c'est si important pour vous d'en parler Parce que, je veux dire, moi j'ai toujours voulu accéder à la sphère sociopolitique du haut vol pour être soit député, soit ministre, comme Camille Cabral, comme Maude Marin, comme toutes sortes de filles comme moi qui avaient un bagage, qui avions des aptitudes et qui voulions faire des choses concrètement pour nos consoeurs et pour aider les autres. Même les femmes battues, les enfants, etc. On nous a toujours foutu la porte en pleine tête, la première étant celle de la mairie de Paris. Parce qu'on ne voulait pas de gens comme nous. Et là, je me dis, mais c'est quand même incroyable. Si effectivement, à la tête de l'État, il y a une femme qui est différente, mais au contraire, ça serait une opportunité incroyable pour dire, eh bien oui, si je suis différente, peut-être, mais en attendant... Mais on peut considérer qu'on s'en fout, pardon, Alexandra. Mais on s'en fout. Je suis capable de faire des choses formidables, je suis capable d'aider les autres, je suis capable de montrer que bien qu'étant différente, je suis quelqu'un de bien. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Je ne comprends pas, elle ne fait rien. Elle ne fait rien. Et surtout, elle n'est pas capable, je ne dis pas que c'est un plaisir de venir justifier de son sexe, mais enfin, nous, on ne nous demande pas notre avis après les opérations. La justice nous colle sur une petite... Vous pensez qu'il faut répondre aux rumeurs, à ce qui... Mais c'est-à-dire que quand on est en justice, il faut prouver que ce qu'on dit n'est pas vrai. Je vous répète, nous, on nous colle sur une table jambe ouverte, on nous rentre quelque chose dans le vagin pour mesurer la profondeur et voir si on est fonctionnel et susceptible de satisfaire un homme, avant de nous donner nos papiers. Et vous croyez que c'est sympathique, ça, vous? Alors qu'on est opéré déjà, qu'il y a des comptes rendus chirurgicaux. Donc je veux dire, à la limite, une femme, on ne sait pas trop, qui a vous menté sur votre génitalité, vous êtes en justice, vous attaquez, eh bien, écoutez, prouvez que vous êtes une femme biologique ou une femme qui a transitionné, peu importe. Et pardon, mais il y a des actions en justice qui ont été menées en l'occurrence. Oui, mais pourquoi la personne ne se présente pas? Pourquoi la personne... C'était tellement simple de dire, ben oui, je suis... Et vous pensez que... Non mais pardon, là je vous interromps parce que justement, d'abord, ça n'engage que vous les propos que vous tenez, on le rappelle, mais vous pensez qu'une personne, quelle qu'elle soit première dame ou pas, dans tous les sens du terme, a à se justifier de toutes les accusations qui sont portées à son encontre? Elle n'a pas à se justifier, sauf dans le cas où elle est en procès. Quand on est en procès, le propos de la justice est de prouver vous-même que vous n'êtes pas concerné. Mais il y aurait des procès tout le temps. Si on... Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Donc, je veux dire, je veux bien croire... Si demain quelqu'un m'accuse d'être une femme déguisée en homme, oui, quoi, mais il faut que j'aille à la barre pour prouver que je ne le suis pas? Bah, si vous êtes impliqué dans un dossier en justice, dans une procédure, mais là, oui. en l'occurrence, il n'y a aucune accusation, il n'y a rien de criminel, enfin, je veux dire. Mais je ne vous dis pas que c'est criminel. Si tant est qu'il y avait un sujet. Alors, c'est la vie privée. Natacha Ray est folle, Xavier Poussard est fou, Je ne dis pas Candace ça, Owens est fou, Trump est fou, tout le monde, Poutine est fou, tout le monde est fou, il y a quelqu'un qui a raison. C'est le monde entier qui parle de ça, c'est pas qu'une personne. Non, mais attendez, c'est pas parce qu'on parle d'un sujet qu'il est forcément vrai, vous le savez. Pardon, mais c'est quand pas... ça prend je une pense que la ampleur personne... planétaire, c'est très simple. J'arrive et je Vous dis... trouvez qu'il faut répondre? Non, mais c'est Mais une vraie bien question. évidemment, bien évidemment, ça évite tellement de problèmes. Tellement de problèmes. Moi, j'ai pas peur, souvent j'étais obligé de me justifier, c'était un petit peu violent. Mais j'ai toujours été... C'est ça qui est fou, parce que, pardon, mais encore une fois, Alexandra, vraiment, je me mets à la place de quelques personnes qui sont peut-être dans votre situation, quelle qu'elle soit, et qui vous regardent, qui peuvent être étonnées qu'au lieu de les, entre guillemets, pas de les soutenir, mais de les défendre, c'est presque si vous en arriveriez presque à les stigmatiser, quoi. Pas du tout, je stigmatise personne, non, je dis mais simplement... je veux dire, si c'est son choix, si le choix de la personne, quelle qu'elle soit, c'est de ne pas parler de sa vie privée, de ne pas parler de son... Vous acceptez d'en parler, mais
Eh ben, elle n'en parle pas, c'est les autres qui en Et qu'elle n'en parlent. parle pas. Eh ben oui, mais Oui, donc mais si les autres pourquoi les gens en en ont parlent, parlé? Pourquoi les gens en ont parlé dans cette proportion-là? Hein? C'est bien. Il n'y a pas de fumée sans feu. non, vous savez bien que pour faire vendre dans les médias, Oh, bon, ça c'est un peu facile, hein. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ok. on le voit, ça fait des. Vous parliez de Xavier Poussard et d'autres, vous savez bien que ça fait des vues colossales, ça fait une Oui, audience oui. colossale. Ça a été dit J'y aussi. participe moi-même en vous interrogeant à la fin de cette émission là-dessus. Vous savez très bien que là, si ça se trouve, au terme de cet entretien, ce qui serait d'après moi malheureux, mais après, pourquoi pas. Si ça se trouve, ça va être peut-être cette petite séquence qui va être Non, mais moi je retenue dis, et buzzée, vous voyez. bah, Mais, buzzer, ça m'est complètement égal. Tout ce non, que mais je ce serait dis, peut-être malheureux. Est-ce que demain, si on retient de cet entretien uniquement cette petite partie de 3 minutes, de quelques minutes sur ce sujet, vous dites pas, tiens, c'est pas ça. non, mais Important. je Oui, c'est rép- ça que je veux dire. je Moi, j'ai rien répète. ni contre Xavier Poussard, Non, ni mais je contre répète, Candace je Owen, mais- répète, Éric, mon propos. Moi, j'aurais été Madame Macron, j'aurais dit, écoutez, on arrête tout de suite. Je peux prouver à n'importe quel moment. Puisqu'il faut prouver, allons-y, je n'ai rien à cacher. Vous voyez, je suis Mais une femme. il faut Stop. prouver au nom de quel Parce que vous quel êtes argument. attaqué. Dès l'instant où on vous attaque sur quelque chose, Dieu sait si Moi, si moi. demain je vous dis vous êtes une voleuse, vous devez prouver que vous l'êtes pas. Bah, bien évidemment. Si on m'accuse de vol, eh ben, À la rigueur, vous m'accusez de diffamation, vous portez plainte contre moi. Ce qui d'ailleurs, je crois, était le cas, enfin peut-être pas forcément de diffamation, mais vous portez plainte contre les gens qui vous accusent à tort, mais vous n'êtes pas si là. quelqu'un vous attaque et Ouais. vous accuse, c'est à vous de prouver que vous n'êtes pas concerné. C'est la loi de la justice. La Je charge vous de dis- la preuve est plutôt à la personne qui accuse, en France en l'occurrence. Oui, mais la personne qui est victime aussi doit prouver qu'elle n'est pas concernée par l'attaque. Mais sur un plan éthique, encore une fois, moralement, pourquoi je vous dis ça? Et c'est vraiment intéressant qu'on ait cet échange, parce que finalement, jusqu'à vous et quelques autres, on parlait d'Amanda Lear, il y en a très très peu personnalités médiatiques qui sont ouvertement voilà, concernées par votre parcours de vie. C'est peut-être qu'il y a une raison à ça. C'est peut-être que tous les gens, vous le disiez, vous êtes forte. Pardon, mais Alexandra, vous êtes forte. Amanda Lear, je ne sais pas si elle est dans la même cas que vous ou pas, je n'ai pas bien compris. Si elle est forte. Ah non, je pensais que vous alliez me dire elle est dans le même Elle est cas que moi ou elle est pas. forte, Mais elle est est peut-être brillante. pas dans. Est-ce qu'elle est dans le même cas ou C'est une pas? fille combative, c'est Oui, une mais fille ce que je veux dire, c'est formidable, que je Amanda ne sais Lear. pas, Amanda Lear, si elle est dans le même cas que celui que vous avez rencontré, puisque finalement, elle a toujours gardé un mystère. Mais finalement, bon, c'est encore différent parce que c'est une personnalité médiatique, artiste. Mais peut-être qu'il y a une raison à ça. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens comme vous, comme Amanda Lear, fortes médiatiquement, qui parlent de ces sujets? C'est peut-être parce que justement, ils ont eu des parcours de vie compliqués qu'ils n'ont plus envie d'en parler. Et que là, moi, je me fais l'avocat de personne. Là, Je vais quand même vous raconter deux choses. Ouais. Moi, j'ai deux amis qui se sont retrouvés avec un fusil sur la tempe, dont une, il a appuyé le mec. Pourquoi? Parce que c'était une personne comme moi et elle avait eu une liaison avec quelqu'un, un militaire, et ils envisageaient de se marier. Seulement, elle ne lui a rien dit. Quand il a compris que la personne était ce qu'elle était, eh ben, il lui a mis une balle en pleine tête. Ce qui veut dire que, il faut... Vous abondez dans mon sens. Et non, je n'abonde pas. Pire que tout. Je dis, il faut toujours être dans la vérité et dire, si vous êtes attaqué, vous dites, mais moi, j'ai rien à cacher. Vous voulez, je peux prouver à tout moment que, mais par contre, vous allez me dédommager. Vous allez me dédommager pour vos attaques, parce que c'est aussi ça aussi. Mais regardez, il n'y a aucun problème, je peux prouver, j'ai accouché, j'ai mis mes enfants au monde, je suis une femme biologique. Vous voulez jouer à ça? On y va. Maintenant, vous avez Donc tort. vous souhaitez que Brigitte Macron Mais bien poste évidemment. des photos d'elle enceinte Mais c'est pas avec poste des ses photos d'elle, il faut enfants. qu'elle se défende, ne serait-ce que pour son honneur, sa dignité personnelle. Je veux dire, ça ne peut pas continuer comme ça. Alexandra, et franchement, si Vous vous rendez les gens compte, me même pour ses connaissent, enfants? je suis vraiment pas reconnu pour défendre Emmanuel Macron, bien au contraire. Mais je me dis juste sur ce sujet-là, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas reçu, et j'ai échangé d'ailleurs souvent avec Xavier Poussard, il le sait, j'ai rien contre lui, hein, au contraire, j'ai eu des échanges tout à fait cordiaux avec lui. Moi, personnellement, j'éprouve un doute, mais très important, autour de tout ce qui a été dit. Bon, à partir du moment où il n'y a pas une vérité affirmée, incontestable, je me dis, c'est pas que c'est Brigitte Macron, que ce serait Brigitte Tartampion, je réagirais exactement de la même façon, je dirais foutons-lui la paix. Vous vous rendez compte des conséquences? Les conséquences pour peut-être ses enfants, je me dis, vous vous rendez compte? Alors, Pour pardon, les enfants, mais- pour Natacha Rek est mourante, qui est en mais stade moi je pensais terminal. aux enfants Hein de Brigitte Macron, vous ne pensez pas que c'est aussi très difficile pour les enfants de Brigitte Macron d'avoir ce torrent de suspicions, de rumeurs? Si- Laurence, c'était ma voisine à Saint-Mandé, Laurence Osière, elle était cardiologue, c'était ma voisine, elle habitait dans l'immeuble de l'autre côté de la rue. La fille de Brigitte Macron. Et un jour, elle m'a dit,
on avait des patientes en commun, puisque moi je fais des soins palliatifs à des femmes âgées en fin de vie, et donc elle était leur cardiologue. Elle m'a dit, écoute, tu te rends compte ce qu'on fait à ma mère, est-ce que tu veux pas dire un mot, toi Voilà. ta parole pourrait Ah porter. oui. Je l'ai fait, le ciel m'est tombé sur la tête. Et après je dis donc Laurence, est-ce que tu as été bien claire, parce que ta maman... Mais si elle ne veut pas en parler... Non mais attendez, encore une laissez-moi fois, finir. Ta maman, est-ce qu'elle a toujours été ta maman? Elle me dit, écoute, c'est ma référente maternelle, le reste, ça ne regarde personne. Voilà. Enfin, j'aurais bien aimé quand même qu'on Non, mais m'explique. encore une fois, et là, alors, en l'occurrence, là, on parle même de la première dame qui n'a aucun statut dans la, enfin, officiellement, hein, bien que, évidemment, vous avez raison, sa voix porte, évidemment. Mais le président de la République aussi, même ne serait-ce que pour, là, pour le coup, pour Emmanuel Macron, il est président de la République, finalement, est-ce que vous pensez que ça a une incidence sur la façon... Alors là, pour le coup, c'est une question journalistique. Vous pensez que Brigitte Macron a une... Enfin, je connais un peu la réponse, hein, je me fais un peu le faux naïf en disant ça, mais l'influence sur ces questions-là, de Brigitte Macron peut-être, ou de certains de ses proches, est importante et... Mais bien évidemment, c'est en train de la détruire, Brigitte Macron. Elle va finir très mal, parce qu'elle va imploser un jour ou l'autre. C'est pour ça. Et moi, je parlais plutôt aux décisions prises dans le pays. Sur ces questions de wokisme, vous pensez que ce couple aujourd'hui à la tête de l'État a fait évoluer ce pays dans des directions qui ne sont pas les bonnes par rapport à ces sujets-là? A fait évoluer dans des directions qui sont les leurs. Après, ce n'est pas à moi de faire un jugement de valeur, ce n'est pas les miennes, mais ce sont les leurs. Et si ça correspond à un désir majoritaire d'une nouvelle société émergente, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais j'ai même envie de vous dire aussi, Emmanuel Macron, quand il a été réélu, ces discussions, ces rumeurs existaient déjà. Il a été réélu, vous voyez, il a été réélu démocratiquement, on ne peut pas le nier. Donc après, au suffrage peut-être universel, considérer que les Français ne sont pas toujours très inspirés, hein, ça peut être votre avis, mais en tout cas, voilà, il n'a pas volé son élection. C'est pas qu'ils ne sont pas inspirés, c'est que depuis des décennies, on dit alors surtout faites attention à cette méchante Madame Marine Le Pen qui est tellement dangereuse, votez pour tout le monde et n'importe qui, surtout pas elle. Résultat, on a tout le monde et n'importe qui, y compris les gens qui n'ont pas les épaules pour être président. Eh ben voilà, c'est tout, c'est ça qui s'est passé. Les gens ne votent pas pour quelqu'un, ils votent contre quelqu'un. C'est très différent. Et vous voyez pourquoi je trouve ça vraiment bien qu'on ait aussi cette discussion, c'est parce qu'à un moment, beaucoup de gens peuvent se dire... Vous avez peut-être derrière votre tout à fait respectable avis une intention qui n'est peut-être pas qu'une intention, on va dire, sociétale, mais politique. Peut-être que vous avez mais moi, je un m'en engagement. Fous. Mais pas du tout, non. moi. Mais je m'en fous complètement de leur politique. Vu d'ailleurs le contexte politique aujourd'hui, je ne voudrais même pas m'impliquer là-dedans. C'est un panier de crabes avec des gens qui n'ont aucune classe, aucune décence. Ce sont le Parlement, vous avez vu ce que c'est devenu, c'est la foire d'empoigne. On s'insulte, on se crache dessus, on se bataille. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel-là? Même au Bois de Boulogne, j'ai pas vu ça, c'est pour vous dire. Non. Alors moi, je vais vous poser une question maintenant qui va être, je pense, à laquelle j'espère vous allez répondre de manière très franche. Une personnalité transgenre à la tête de l'État ou à des postes régaliens. Mais moi, ça ne me gêne pas du tout. Voilà. Mais où est le problème? Donc au contraire, on pourrait même s'attendre à ce que vous disiez justement qu'avec les positions ouvertement affirmées par ce couple à la tête de l'État, c'est même étonnant qu'on n'en ait toujours pas à notre époque. Ah, bravo Éric, bravo. Pourquoi est-ce que des personnes comme moi, et encore je ne parle pas de moi, parce que moi, mais je connais d'autres qui sont plus jeunes, qui ont essayé d'accéder à la politique, parce qu'elles avaient l'énergie, elles avaient de la motivation. Pourquoi est-ce que, comme par hasard, il n'y a pas une seule transsexuelle au Parlement? Des PD ou des gays, il y en a partout, il n'y a qu'à les regarder marcher, excusez-moi l'expression. Mais pourquoi est-ce qu'une personne avec mon parcours, ou une transsexuelle, ou une transgenre, il n'y en a pas? Expliquez-moi. Alors qu'il y a des filles, il y a des personnes transgenres très compétentes et très bien. Expliquez-moi, c'est paradoxal, non? Dans d'autres pays, il y a. Mais nous, non. Donc ça, vous le dénoncez. Mais bien évidemment, je le dénonce. Bon, après, s'il y avait quelqu'un qui était à la tête d'un ministère sur ces questions et qui n'est pas forcément votre opinion sur ces sujets, vous seriez la première à... J'ai été pressentie par Madame Borne pour être ambassadrice des droits LGBT en Europe.
Et quand j'ai passé le cap de la Première ministre, j'ai Bah, passé évidemment, si vous avez parlé de Brigitte Macron juste attendez, après, ça j'ai a pas dû passé le marquer cap du Quai d'Orsay, de ça a pas Madame dû marquer des Colonna, points. et il restait Madame Rome. Et Isabelle Rome a dit, mais il faut absolument qu'on discute, parce qu'en fait, votre propos sera de faire dépénaliser l'homosexualité en Europe. Moi, je ne suis pas homosexuel. J'ai toujours été hétérosexuel. Donc j'ai dit, excusez-moi, en toute logique et en toute transparence, il faut confier ce poste à une personne qui est homosexuelle, parce que la personne va pouvoir savoir de quoi elle parle. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je veux bien parler de ma problématique à moi et aider des personnes comme moi, mais pourquoi voulez-vous que je m'occupe de combats qui ne sont pas les miens? Il y a tellement de gens compétents et bien dans leur domaine. Prenez-les, eux. Comment vous voyez l'avenir sur ces questions-là? Ben, je pense qu'il va y avoir une étape de scission. Mais par exemple, si demain le Rassemblement national arrive au pouvoir en 2027, vous pensez que sur ces questions-là, il y a un clivage, ça dépasse le clivage droite-gauche? Au Parce Rassemblement. que vous le disiez, des homos, il y en a partout, Bon, il n'y a que y ça, compris, au Rassemblement national, des homos. je vous ai laissé le dire et ça n'engage que vous. Oh bah non, mais ça Mais n'arrange pas, tout le monde le sait, hein, c'est pas la peine. Et Marine Le Pen n'a jamais été anti-LGBT. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Moi, je l'ai rencontrée à de multiples reprises. Marine Le Pen, elle est infiniment respectueuse et correcte. Quand je l'ai rencontrée moi, aussi d'Action quand Mandela est venu. C'est une fille charmante, Marine Le Pen. Elle savait très bien qui j'étais. J'ai fait des conférences avec elle, avec Boutin. Mais jamais de la vie, ces personnes ont fait une preuve d'un manque de vous ne déférence. seriez pas inquiète si le Rassemblement national accédait au pouvoir? Ce n'est pas le problème du Rassemblement Sur ces sujets-là. national, c'est le problème des gens qu'il y a derrière, ce que ça draine derrière. C'est comme LFI, il y a des gens corrects chez LFI, mais le problème, c'est ce que ça draine derrière. Vous voyez? Il y a des gens qui sont derrière un peu faibles d'esprit. Le combat LGBT, il est politisé ou pas d'après Mais vous? bien Non, mais évidemment. politisé, est-ce qu'il y a une couleur politique derrière? Ah, bah, par tradition, c'est la gauche, je suppose, parce que bien qu'aujourd'hui, il y a énormément de jeunes gays qui se disent de couleur RN. Bien sûr. Mais les LGBT sont utilisés, sont stigmatisés, bien évidemment. On se sert de ces combats à toutes les sauces, peut-être aussi pour masquer d'autres combats, beaucoup plus importants dont personne ne veut parler. C'est vrai que c'est sur ces questions-là, en effet, vous avez raison de le souligner, c'était la gauche qui était en pointe sur ces sujets. Oui. Et c'est vrai, par exemple, quand vous voyez aujourd'hui des gens revendiqués LGBT qui manifestent leur soutien à la Palestine, ça vous choque ou pas plus que ça? Bah, c'est-à-dire que moi, sur le principe, on peut ne pas, aucune guerre n'est souhaitable. Et dès l'instant où il y a des milliers de morts, on peut dire, mon Dieu, par rapport au respect de la vie humaine, on peut dire arrêtez ce bordel, arrêtez ce génocide, cette tuerie. Mais c'est vrai pour les Palestiniens, c'est vrai aussi pour toutes sortes des Ukrainiens, c'est vrai pour même certains Russes, c'est dans le monde entier. Dès l'instant où on bousille des vies humaines, on peut ne pas être d'accord. Mais moi, on m'a souvent posé la question, je disais, moi, je ne suis pas légitime à donner mon avis parce que je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants de ce qui se passe au Moyen-Orient. Je ne suis pas une néophyte sur ce sujet. Par contre, je condamne globalement la guerre et l'atteinte à la vie humaine. Donc, bien sûr que ces gens-là ont raison de dire qu'ils ne sont pas d'accord contre la destruction de la vie humaine. Mais il ne faut pas non plus qu'ils mélangent leur combat à eux, occidentaux, avec des causes, je dirais, politiques extérieures à notre pays. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ces gens-là, dans certains pays, n'auraient peut-être pas une durée de vie très Les longue. LGBT, Ouais. je leur donne 1 minute de survie. 1 minute de survie. Comme au Bois de Boulogne, je voyais arriver des messieurs fonctionnaires perruqués, machin, qui venaient pour faire leur marché. Je lui dis, je vous donne 2 minutes de survie dans le Bois de Boulogne. Hein, ok. 2 minutes après, ils n'avaient plus de voiture, plus de perruque, ils avaient été les yeux comme ça, gazés de partout, et ils couraient en disant « Au secours, au secours ». Je vous avais prévenu. Ici, les gens travaillent. Ce n'est pas un lieu de fantaisie. Et aujourd'hui, le Bois de Boulogne, ça a changé ou pas? Dans le mauvais sens, oui. Il y a toujours toute une multitude de proxénétisme. Beaucoup d'Amérique du Sud? Non, justement, le problème, c'est ça. C'est qu'à la base, il y avait un proxénétisme mafieux qui était pur et dur. Il existe toujours, mais aujourd'hui, les prostituées font face à une multitude de proxénétismes. Proxénétisme de territoire, d'ancienneté, de sécurité rapprochée, lié à la toxicomanie, à la drogue, lié au fait que ce sont des migrantes sans papier. Il faut donc arroser la sous-préfecture. Un proxénétisme aussi de la police, bien sûr.
Parce que tout le monde n'est pas correct non plus. Il y a aussi des gens qui, contre des faveurs sexuelles, disent on ne verbalise pas, etc. Il y a aussi toutes sortes, et surtout le proxénétisme des julots casse-croûte de banlieue, qui roulent carrosse la nuit avec des vêtements de marque alors qu'ils sont tous au RSA. Et qui sont à 3-4 à faire travailler au béguin ou sans béguin un travesti, à coups de fouet. Ça dit quoi en plus? Parce que vous, toutes ces années que vous avez côtoyé ce milieu, on peut le dire, finalement la nature humaine est quand même toujours complexe. Tous ces gens, souvent, on dit souvent d'ailleurs il y a parfois des gens qu'on ne soupçonnerait jamais qui vont voir des prostituées, et en l'occurrence, au Bois de Boulogne, des personnes souvent travesties. Comment vous expliquez ça? Il y a une raison à ça ou pas? Mon Bois de Boulogne, à l'époque, j'ai vu tous les politiques de l'époque pantalons baissés, de tous bords confondus. J'ai vu des sportifs, des financiers, des banquiers, des gens du showbiz, j'ai vu tout le monde, moi. Enfin, peu importe. Je veux dire, je n'ai pas à juger. Tant que ça reste entre hommes, entre personnes adultes. Consentantes. Et consentantes, ok. Après, il y a des lois qui régissent la prostitution. Vous savez qu'en France, la prostitution est légale. Ce qui est illégal, c'est le racolage. C'est très hypocrite, d'ailleurs. Vous seriez pourquoi Moi, je suis pour la réouverture des maisons closes? Bien sûr, bien sûr. Parce que les filles seraient suivies au niveau sanitaire, elles auraient une sécurité, alors que là, elles se font massacrer, agresser, elles sont toutes lardées de coups de couteau, elles travaillent pour des sommes dérisoires, parce qu'elles ont besoin, elles crèvent de faim. Non, c'est pas possible, ce genre de choses. Mais pour en revenir à votre question qui est extrêmement intéressante, on m'a souvent dit, comment est-ce qu'on peut reconnaître un pédophile, un pédocriminel? Et je disais, mais on ne peut pas. C'est monsieur tout le monde. Il n'y a pas de prototype d'homme. Et curieusement parlant, vous avez même des propres pères de famille eux-mêmes qui venaient, parce que c'était un accès facilité, avoir accès à la prostitution des enfants en plein bois. Mais attendez, vous êtes en train de nous dire qu'il y a des enfants qui se prostituent au Bois de Boulogne? Au Bois de Boulogne, derrière l'ambassade de Russie, au Bois de Vincennes. Ce sont des enfants qui sont issus de la précarité, dont les parents... Ils ont quel âge, ces enfants? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ans, 11 ans, 13 ans, 14 ans. Voilà, c'est ça, des enfants. Vous êtes sérieuse? Oui, je suis sérieuse, très très sérieuse. Des enfants issus de la précarité, qui sont issus de la migration clandestine, qui vivent dans des... on accueille tout le monde sur le territoire, et on laisse les gens crever sous une toile de tente, sans eau, sans électricité, avec des enfants en bas âge. Alors, pour survivre, on les fait mendier, on les envoie faire du sexe. C'est comme ça qu'ils disent. Enfin, les petits garçons, parce que les petites filles, elles sont vendues directement. Et moi, j'étais là pour me mettre physiquement entre ça et empêcher les grosses cylindrées de s'arrêter et d'utiliser ces mots. Et vous n'avez jamais été menacée? Mais j'ai essayé de me tuer, moi. J'ai été violée de façon brutale 2 fois. On a essayé de me tuer, on m'a mis des calibres sur la tête. Vous croyez quoi, vous? Bien sûr. Mais je n'ai pas calé. Parce que je suis croyante et je sais très bien qu'il y a quelqu'un qui me protège là-haut. Bien sûr. Comme j'ai toujours dénoncé que la police était une police remarquable, la police des investigations, la mondaine, les mœurs, la police qui s'occupe de l'enfance, la police. On a toujours, quand il s'approchait d'une personnalité politique d'influence qui était impliquée dans des réseaux pédophiles, qui utilisaient ou qui fournissaient des enfants, des gens au gouvernement ou proches des présidents de la République, on a toujours dit à la police, on stoppe les investigations, on ne va pas plus loin. Eh bien non, on va plus loin. On ne peut pas être un criminel ou un monstre qui fait des choses atroces aux enfants et être quelqu'un de normal quand on parle politique. Je suis désolé, ce n'est pas possible. Et ces gens-là doivent être livrés à la justice et condamnés. Et mettre hors d'état de nuire. Et j'ai toujours demandé le rétablissement de la peine capitale pour eux. Ah, vous êtes pour la peine de mort? Pour les pédophiles et les bourreaux d'enfants et ceux qui réduisent les femmes à l'esclavage sexuel avec la barbarie, mais bien évidemment. Il n'y a même pas besoin de discuter, bien sûr. On n'a pas besoin de ces gens-là. Bien sûr qu'il faut remettre la peine de mort tout de suite. Pour terminer, le milieu artistique, sur ces questions de wokisme, on y revient, et ce sera la fin de cet entretien. On l'a vu au Festival de Cannes, l'engagement des artistes sur ces questions-là. Oui, mais alors attention, vous savez bien. Contre-courant. Oui, mais le milieu artistique a toujours, de façon traditionnelle, été une plateforme où évoluaient des personnes transsexuelles, travestis, des personnes qui avaient justement des différences. Parce qu'ils trouvaient
toute leur légitimité et leur essence pour s'exprimer pleinement dans le milieu, c'est vrai aussi dans le milieu de la couture, etc., dans ces milieux-là. Donc, c'est normal que dans les milieux artistiques, vous ayez des gens qui ont des différences, parce qu'ils sont importants. Ça n'a rien à voir avec le milieu, je dirais, de la vie de tous les jours. Donc, bien évidemment que dans Non, mais les... sauf que le milieu artistique draine par son influence derrière, évidemment, des idées qui ont évidemment un impact sur les gens, sur la société. Oui, j'ai entendu M. Laffitte. Oui, mais écoutez, je suppose que ces gens-là s'expriment par rapport à des convictions qui sont les leurs et qui sont de bonne foi, mais ils ne se rendent pas forcément compte de tout ce qui se passe et de l'envers du décor. C'est très important. Mais c'est vrai aussi qu'en ce moment, on peut se poser certaines questions, parce que les arts, le cinéma est complètement grignoté par une propagande wokiste à tous les niveaux. Ça devient même fatigant. On a envie de voir autre chose. Et vous trouvez qu'il y a des dérives parfois, notamment on a vu les mouvements MeToo qui faisaient suite évidemment à l'affaire aussi Epstein, Weinstein évidemment aussi. C'est comme je vous le disais, vous avez envie que les pouvoirs publics se bougent un peu plus sur toutes les questions que vous dénoncez. Il faut que les pouvoirs publics fassent la part des choses. Et il y a des lignes rouges qu'on ne doit pas franchir et des limites qui doivent être respectées. Ce que l'on fait sur scène ou dans le spectacle, c'est une chose. Mais ce que l'on fait dans la vie de tous les jours, dans la réalité, dans la société réelle, c'est autre chose. Il faut bien que les travestis et les transgenres comprennent que ce qu'ils font dans leur vie privée, ça ne regarde qu'eux, mais dès l'instant où ils déferlent dans les rues, dans des tenues incroyables, évidemment que ça attire l'animosité, parce qu'on a aussi un devoir de respect par rapport à nos concitoyens et concitoyennes, à la société normative. Voilà, on ne vit pas sur des îles désertes au milieu, je veux dire, ou alors on est entre nous, je veux dire. Bien sûr qu'il faut faire attention à ça. On n'a pas le droit de choquer les autres. Et vous pensez que la société, elle est prête aussi à faire ces révolutions qu'il faut faire, d'après vous? La société française, j'ai envie de vous dire, était peut-être la société la plus ouverte d'esprit que j'ai connue. C'est vrai ce que je vous dis. Vraiment. Des gens formidables. Des gens pleins d'empathie, de compassion, qui ne jugeaient pas. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on les rend, ça devient des bêtes féroces qui sombrent dans le rejet et la haine à l'égard de toutes sortes de personnes. C'est triste. Nous, on s'est toutes battues, moi et mes consoeurs, pour justement faire comprendre qu'on existait, qu'on était certes différentes, mais qu'on était des personnes respectables, respectueuses, et qu'on aimait nos proches, et qu'on était capable d'exister au milieu des autres sans problème. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a fait tout ça pour rien. Eh bien, en tout cas, ce sera le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Alexandra? De vieillir paisiblement, ce qui est déjà bien entamé d'ailleurs. Bon, en tout cas, c'était passionnant, comme je l'envisageais d'ailleurs. J'étais certain que cette discussion serait très riche. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, notre invitation. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel entretien des Incorrectibles. Et comme je ne cesse de le dire, et on en a eu encore la preuve ce soir, surtout, restez incorrectibles. Très bonne semaine à tous. À dimanche prochain. Bye bye.